Salut Squirrel. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment acheter, vendre des NFT. On va voir un petit peu ce que c'est le mint, comment se font les drops d'NFT, quels sont les projets actuellement les plus populaires, et un peu faire du market outlook, pas de trading cette fois, mais de vraiment crypto full NFT. Et voir justement les trucs et astuces, comment acheter, vendre de manière assez opti les collections ou des drops que vous convoitez, ok? Donc moi j'ai start les NFT il y a quelques mois, donc avec les Mi Bits. Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais aller sur le site de Larva Labs. Je vais aller sur le site de Larva Labs, ça va pas lag comme Jaja, je vois ça lagrait parce que je suis bien, ok. En gros, les Mi Bits, donc c'est un projet de Larva Labs. Donc Larva Labs, vous devez sûrement connaître, c'est les CryptoPunks. De toute façon on va tout voir. Ah bah ils sont là. Donc ça, c'est Larva Labs. Ce qu'ils ont fait en 2017, c'est qu'ils ont créé justement les CryptoPunks. Donc c'était ils faisaient partie des premiers NFT générés, enfin une première collection générée aléatoirement sur ETH. Donc avant ça, il y a les CryptoKitties, etc. que vous avez sûrement connus. Mais donc là, les CryptoPunks, c'était un des OG, donc Original Gangsta Project. Donc un des projets les plus connus et qui actuellement a fait des ventes chez Sotheby's et Christie's, donc les plus grosses maisons de vente d'art au monde, où a été vendu également un artiste Beeple, donc je crois que c'était 69 millions de dollars. La toile, donc le NFT qui a été vendu, c'était un NFT avec ses 5000 œuvres dessus. C'était une composition de toutes ses œuvres. Et donc voilà, Larva Labs, donc c'était les premiers à créer donc ce genre de collection de 10 000. Il y a 10 000 CryptoPunks qui ont été créés, tous un peu différents, les aliens étant les plus rares. Les zombies également, et ensuite les singes, et après bah, il y a tout ce qui est les persos plus tradis. Et puis ils ont tous des variations donc de cheveux, des couleurs, de chapeaux, des lunettes, des boucles d'oreilles, etc. Et donc tous ces CryptoPunks sont uniques et sont donc des NFT sur la blockchain Ethereum. Donc je vais parler principalement des NFT sur Ethereum et après on en parlera peut-être un petit peu sur Solana, etc. en fonction de si on a le temps. Voilà. Ensuite ils ont fait les autoglyphes. Alors je sais plus exactement les time frames, mais autoglyph c'était peut-être fait avant CryptoPunk. Je sais plus dans quel ordre exactement c'était. C'était autoglyph, CryptoPunk, CryptoPunk, autoglyph, mais dans tous les cas c'était vers 2017. Mais en gros, ça c'était pareil, c'était 512 glyphes qui étaient générés aléatoirement sur Ethereum. Donc comme ça, c'est super joli. Elles étaient offertes, enfin elles étaient en gros, elles étaient en mint, disponibles en mint. Donc en mint, ça veut dire qu'en gros, on envoie des Ethereum, donc ici 0,20 Ethereum, c'était le prix du mint, dans un smart contract qui ensuite allait nous donner en échange un token, donc un NFT qui correspondait à une glyphe. Et donc après, on peut en prendre plusieurs, une 5, 10, 20, etc. Et donc ces glyphes étaient génératoires on-chain, donc générés aléatoirement sur la blockchain Ethereum, dans le smart contract. Et vous receviez votre autoglyphe après avoir envoyé les 0,20 Ethereum dans le smart contract. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus gros projets emblématiques des NFT génératifs. Voilà, il y en a eu 512 qui ont été créés. Et ensuite, donc ça, c'est glyphes maintenant, pour vous donner une idée, la glyphe la moins chère coûte, donc on appelle ça le floor. Je vais en parler souvent. Donc le floor, c'est le prix minimum d'un item dans une collection, donc d'un objet, d'un NFT dans une collection. Donc le floor et le sailing, c'est le prix du NFT qui coûte le plus cher dans cette même collection. Et une collection, ça correspond par exemple, là, la collection s'appelle les CryptoPunks, donc ça va être tous les punks, etc. Voilà. Ça, c'est une collection. Mibit, c'est une collection. Autoglyph, c'est une collection. Et ça a été créé par Larva Labs. Donc voilà, donc là, CryptoPunk, Autoglyph, etc. Ensuite, il y a eu les Mibits. Et en fait, les Mibits, eux, ont été lancés en 2021, il me semble, en mars, ou en je sais plus, janvier, mars, février, un truc comme ça. Moi, je suivais Larva Labs, du coup, sur Twitter, etc. Et j'ai vu qu'ils allaient faire un nouvel airdrop. Un nouveau, pardon, pas un nouvel airdrop, un nouveau mint d'NFT. Et c'est là que j'ai minté, donc, deux Mibits. J'étais en train de jouer à LoL à ce moment-là avec Pierrot du Discord, vous connaissez. Salut à Kikazu. Euh,
Donc ça, j'en ai parlé un peu sur le Discord, etc. Mais bon, donc j'ai minté, j'étais en train de jouer à LoL avec Pyro. Et puis je vois qu'il y a le mint, etc. que j'avais zappé parce que bon, j'étais pas trop dans les NFT, ça me paraissait un peu chelou et tout. Enfin, je me dis ok, voilà, il y a du potentiel, mais de là à mettre de l'argent dedans, j'étais pas super chaud. Donc je l'ai laissé un peu de loin. Et là, j'ai vu Mibit, etc. que c'était Larva Labs, voilà. Et donc ça, à ce moment-là, ça m'a donné un peu d'intérêt pour minter des Mibits. Donc ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit que bah, j'allais en minter, j'en ai en minté un. Et donc ça va être assez drôle ce qui va s'en suivre parce que vous allez voir. Alors, Mi bits 11 269, c'était mon Mi bits. Alors, on va pas regarder les prix tout de suite. Bon, fuck, maintenant ils sont vus direct, mais on va en parler après. Euh, donc moi j'étais là devant en train de jouer à LoL, je dis à Pyro, attends putain, faut que je mint frérot. Je switch de page, je mint. Donc là les prix étaient énormes, hein. C'était en gros, c'était 2,5 Ethereum au moment du mint. Et j'en ai minté donc deux, mais Ethereum était à 4200 à ce moment-là, donc vraiment pic. J'en ai eu pour en gros pour 8000 quelque chose plus de mint par mi bit. Donc je balance 8000 balles dans le contrat. Déjà, c'est assez insane de se dire que tu vas mettre 8000 balles dans. Tu balances à une adresse 8000 balles et puis il sort une photo, enfin un JPEG. C'est assez insane de se dire ça. Mais j'étais en mode vas-y YOLO, Larva Labs, CryptoPunks. CryptoPunks, le projet à ce moment-là était value à genre 20 ETH de floor. Donc je me suis dit, il y a du potentiel. En plus, les MIB, ils ont l'air super stylés. Au final, Larva Labs, c'est une sorte de, bah, limite, pour moi, je pense qu'on peut les considérer comme artistes, sauf que c'est un peu des artistes 2.0, où justement l'art est différent et plus mathématique. Et c'est un art, bah, du coup, qu'on a vu on-chain qui est généré, et puis c'est quand même les pionniers des NFT, etc. Donc pour moi, c'était méga. Je me suis dit, vas-y, go, YOLO, on teste et puis on verra bien. Donc je mint un Mi Bit et là, je tombe là-dessus. Donc là, j'ai mon Mi Bit. Voilà, je tombe là-dessus vraiment. Je suis en train de jouer à LoL, je regarde ça, je vois mon 8000 balles qui part, je vois mon token qui arrive, je clique sur visualiser. Et là, catastrophe. Voilà ce que j'ai. Voilà, c'est pas que. Voilà, c'est. Moi, je m'attendais à avoir un mec, tu vois, genre que je puisse utiliser comme avatar dans le métaverse. Donc, le métaverse, c'est genre en gros tous les jeux qui sont interconnectés par les blockchains. Ce qui permet en fait d'avoir tous vos assets ou tous vos NFT dans votre portefeuille. Mais ça, on en reparlera plus tard. Là, je vous parle vraiment expérience perso. Et puis après, on parlera vraiment de ce que peuvent apporter les NFT globalement. Mais en gros, voilà. En gros, je tombe là-dessus. Et là, je suis en mode, putain, Pierrot, je suis tombé sur une grosse merde. Genre, enfin, je m'attendais à un perso que je puisse utiliser, comme je l'ai dit, mais là, je m'attendais à un truc un peu stylé, genre un mec un peu Gucci Gang, tu vois, genre un truc un peu stylé. Et là, je tombe là-dessus, les leggings, truc léopard, je me dis, putain, j'ai trop le seum. Je viens de perdre 8000 balles. Alors, juste spéculos, ah oui, Akezu, ils vont à qui les 8K? Bah, les 8K, en fait, ils vont à Larva Labs. Donc, en gros, l'argent qui est envoyé dans le smart contract, pour minter, c'est les développeurs qui ont créé le smart contract qui augmente. Enfin, qui gagnent l'argent, pardon. Et là, je tombe là-dessus. Donc, voilà, là, je suis dégoûté. Donc, je me dis, je regarde pas, en fait, il n'y avait pas la description, etc. Au début, j'avais juste l'image, en fait. Parce qu'en gros, tu t'allais voir sur leur site, tu connectais ton wallet. Et ça, on en parlera aussi après. Mais voilà, donc je connecte mon wallet, je vois juste la photo de ça, je me dis putain, j'ai trop pas de chance. Là, je remine d'un autre qui était un peu plus claqué. Je vais me connecter à mon wallet vite fait. Hop, vous verrez pas en mot de passe chez. Du coup, voilà, on va se connecter. Oh, vas-y, il me redemande. Ah, mais attendez, il faut que je mette mon mot de passe sur mon ledger. Non, c'est bon. Alors, alors là, j'ai minté ça, les gars. Juste il y a 10 minutes, il y a 30 minutes avant le live là. Je vous dis pas à quel point ça m'a ralasse. Alors, je vais mettre Activity. Non, Activity, voilà. C'était il y a longtemps. Est-ce que je pourrais pas lister les Mi Bits? On va faire un filter, on va faire une collection, on va faire Mi Bits. Ça, je vais retrouver. Oh, vas-y, super. Ok, bon, fuck, je sais plus comment. Je sais plus. Bon, bref, mon Mi Bit était un Mi Bit lambda. Un Mi Bit lambda, pas ultra stylé. Du coup, j'ai perdu l'autre. Un Mi Bit lambda, pas super stylé.
mais qui était un peu plus stylée, mais c'était une fille, donc j'étais un peu en mode bon, j'avais un peu le seum pour avoir un caractère, enfin pour avoir un perso, j'avais un peu le seum, voilà. Bref, donc bon, j'étais là en mode bon, j'ai claqué 16 000 balles, je suis tombé sur deux meufs, deux persos que je pouvais pas utiliser en avatar, bah je suis un peu dégoûté. Et bon, bref, voilà, je laisse tomber, voilà. Et, et là, donc j'avais connecté bon, sur OpenSea, donc ça c'est, petite parenthèse, c'est la plateforme la plus qui gère 98% du volume d'NFT mondial sur ETH. Et en gros, donc tu peux créer un compte, etc. Voilà. Mais en fait, ton compte, ça affiche juste tes NFT. Donc en fait, mes NFT, ils sont dans mon wallet comme sous forme de token. Et là, vous les voyez juste affichés, d'accord? Mais, mais voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai créé un compte, etc. Je voulais dire ça, je voulais dire un truc. Oui, voilà, donc j'ai créé un compte, j'ai mis mon adresse mail, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur OpenSea, vu qu'en fait votre NFT, tout le monde peut le voir, parce qu'en fait il est sur votre portefeuille, mais toute la planète entière peut justement voir votre Mibit, en fait les gens peuvent mettre des offres. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous voulez, je veux acheter. Donc ce Mibit n'est plus à vendre. Il a été vendu à plusieurs personnes. Moi, je veux le racheter, d'accord? Donc je veux le racheter, donc je dois créer une offre. Là, je peux payer, en fait, je peux payer que en WTH. Ça, je vous expliquerai plus tard, mais en gros, pas besoin de savoir pourquoi. Le WTH, c'est du wrapped ETH, c'est-à-dire que c'est l'ETH, c'est pareil. C'est un ratio de 1-1, donc 1 ETH égale 1 wrapped ETH. Là, je mets le nombre de TH que je veux faire comme offre. Là, j'en ai plus, mais sinon, je mets make offer. Là, je mets make offer. Là, en fait, ça va mettre une offre de 14 ETH. Et le mec, après, il a toutes ses offres qui sont affichées. Vous voyez, là, il a plein d'offres. Voilà, il a une offre à 4, 4, 4. Bon, bref, il a 50 000 offres. Ça, c'est souvent des bots ou des mecs qui veulent rafler des Mibits au prix. En fait, des Mibits ou des NFT au prix du floor, enfin en dessous. Comme ça, le mec vend au mec là, au premier. Et ensuite, du coup, le mec le reliste instant à un prix plus élevé. Et ça, souvent, c'est des bots ou alors des mecs qui le font manuellement, mais voilà. Donc le mec qui a ce Mibit peut à tout moment choisir de cliquer sur une des offres et l'accepter. Et donc là, ça va vendre le Mibit au prix de l'offre instantanément. D'accord? Et donc moi, donc j'avais mon Bit, etc. Et là, je commence à voir des offres qui rentrent sur mon adresse mail. Donc là, sur mon adresse mail, donc genre une heure après, 2 heures après le mint, j'ai une offre d'un mec qui veut m'acheter le Mibit, genre pour 1,2 ETH. Sachant que j'avais minté mon Mibit pour 2,5 ou 2,3, je sais plus, 2,35 peut-être. Bref, j'ai imité mon truc. euh, et puis là, je vois une offre 1,5 TH. Du coup, là, je me dis putain, super. Je vais pas perdre trop d'argent parce qu'au final, je peux le vendre moitié prix si je veux. Donc, au final, mes 8 000 dollars ne sont pas complètement perdus. Là, j'attends, je vais dormir, c'était le soir. Je me réveille le lendemain matin. Et là, je vois, j'ai une offre de 3 ETH. Je me dis, oh, je fais du profit, truc de fou. Et j'étais en mode putain, mais pourtant, il est claqué au sol ce Mibit, qui veut acheter cette merde? Et là, ça continue de monter. J'ai une offre à 4 ETH. Là, je commence à me dire, bon, là, il y a un truc chelou. Il y a un truc bizarre, tu vois. Là, je regarde, les properties, elles étaient update. Parce qu'en fait, les properties, vu qu'en fait, OpenSea, donc la plateforme, va chercher les détails dans les contrats, etc., sur la blockchain, ça prend un peu de temps. Donc, en fait, quand le mint se fait, en fait, les tokens sont tous distribués, mais en gros, OpenSea, lui, n'a pas le temps de tout afficher parce que, bah, parce qu'en fait, en gros, je vais vous montrer, par exemple, là, une collection que je viens de minter qui va pas être complètement affichée. Voilà, je vais vous montrer, tokenmon. Voilà, bon, voilà, par exemple, celui-là, il est pas affiché encore. C'est-à-dire que le perso n'est pas encore complètement affiché. Voilà. Donc, il y en a plein qui sont. Bon, là, c'est en train de se charger, mais vous voyez, bon, là, c'est en train de charger, parce que là, ça fait 2 heures qu'on a mint. Mais en gros, sinon, il y a plein de. En fait, il y a plein donc, qui sont comme ça, cette forme, voilà, qui sont complètement non affichés, etc. Donc, on n'a pas les caractéristiques, etc. Donc, moi, je ne voyais pas encore les caractéristiques. Et là, je clique, donc là, dans les properties. Et donc là, les properties, c'est les caractéristiques du perso, en fait. Donc là, on peut voir qu'il a les cheveux noirs, donc dark color 58%, c'est-à-dire que 58% vie straight, c'est-à-dire que 58% de tous les Mibits ont des cheveux noirs. 4% ont le style pullback, donc c'est-à-dire qu'ils sont comme ça en arrière. Il y a 13% qui ont des leggings, 2% qui ont la couleur du pantalon en léopard, 2% qui ont ce top, 0,10%, et c'est là que c'est ultra important, qui ont euh, un shirt, donc la couleur du haut qui est léopard, etc. Ce qui fait qu'en fait, ce Mibit,
est extrêmement rare. D'accord? Ce Mi Bit est extrêmement rare. Et en gros, on peut le voir sur. Il y a des outils pour justement évaluer la rareté du Mi Bit, d'une collection. Donc là, je vais mettre par exemple Mi Bit. Voilà. Euh, voilà, donc là, on a tous les Mi Bits les plus rares. Donc ça, c'est les Mi Bits les plus rares, vous voyez. Là, il y a le Mi Bit, ceux qui connaissent, enfin, que j'en ai parlé, qui a le double groin, donc qui est super rare, parce qu'en fait, c'est une sorte d'anomalie dans la création. Donc en fait, c'est un cochon qui a deux groins, il n'y en a qu'un seul. Après, il y a tous les qui sont extrêmement rares, etc. Et en fait, par exemple, si on regarde mon Mi Bit, on va le regarder. Donc là, il y a le numéro 40 en rareté 41, etc. On va avancer un petit peu. Je crois qu'il est par là. Je crois qu'il était par là. Ou alors c'était update. Maintenant, on va mettre. Hop. On va lookup. Attendez, télécharge le hashtag. Voilà. Oh, mais attendez, what the fuck? Parce qu'il est pas du tout 9000, hein. Alors là, c'est bizarre. Alors là, je sais pas trop. Il doit avoir un problème dans l'affichage. En gros, le rarity. Attendez. Ça, c'est extrêmement bizarre. La dernière fois, j'ai checké, il était 120, d'où le prix extrêmement élevé. Donc là, je vous avoue que c'est bizarre. Après, ça arrive que donc le rarity.tools, c'est un site en fait, ils prennent pas toutes les combinaisons exactes, c'est-à-dire qu'ils prennent pas les combinaisons, par exemple, ça c'est léopard, etc. Donc je vous avoue, là, je suis vraiment choqué que ce soit 9000 parce que c'est pas du tout le cas, ou alors ça a été update et il y a eu des updates de traits entre temps, etc. Je sais pas. Bref, en tout cas, au moment de la création, c'était 120e, 125e, un truc comme ça sur Rarity.tools, dû justement au 0,10% de Léopard Print, avec 2% de Léopard Print justement des couleurs. Ok, et donc c'est pour ça que ce Mi Bit, du coup, j'ai eu des offres donc de 4 TH, 5 ETH, 7 ETH. Là j'étais en gros, celui-là était dans les plus chers de tous les Mi Bits existants en vente. Du coup, moi j'étais en mode bon, je le vends pas, je dis 5 ETH, je fais x2, c'est énorme. Après, je me dis bon, vas-y, je sais pas. Là, il y a un mec qui propose 8 ETH. Et là, je me dis, bon, 8 ETH, là, il faut que je commence à songer à vendre. Parce que 8 ETH avec BTC à 4000, en gros, j'avais du 30 000 plus dollars dans ce putain de JPEG que je voulais pas garder en avatar. Que je trouvais pas super beau. Du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bon, honnêtement, je vais le sell. Parce que voilà. Et là, donc, je me dis, vas-y, je vais sur le Discord des Mebits. J'envoie un message, je dis ok, je poste le lien, je dis ok, je vends ce Mi Bit, j'ai une offre à 8 ETH que je vais accepter dans 10 minutes. Si quelqu'un bide au-dessus, je lui vends. Et un mec, donc Countbike, donc un mec qui était évolué, que j'ai découvert qui était super chaud, mais bref, qui a des trucs frérot, ça vaut des fortunes. Bref, en gros, il m'a fait une offre à 9 ETH, du coup j'ai market sell, et le mec, donc le lendemain matin, il l'a revendu 15 ETH. J'étais en mode what the fuck, genre 12 heures après, le mec a revendu 15 ETH. Là, à ce moment-là, ça faisait genre plus ou moins 55 000 balles, un truc comme ça, je m'en rappelle. Ça faisait plus ou moins 55 000 balles, et je me dis putain, le mec l'a revendu 55 000 balles, excusez-moi de jurer, mais alors là, c'est nécessaire. 55 000 balles ce truc-là. Et là, j'étais en mode ah ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà, c'était ma première expérience dans les NFT. Donc mon deuxième NFT, donc j'avais un deuxième Mi Bit que je gardais et que je voulais pas encore vendre parce qu'en fait le floor, à ce moment-là, le floor était de genre plus ou moins 1,5 ETH. Donc c'est-à-dire que si je vendais, j'étais même pas positif sur le mint. Et je me suis dit, bah tant que je vends pas minimum break-even, je vends pas. Voilà. Donc j'ai gardé mon Mi Bit et là les prix de la collection se sont envolés. Donc là vous pouvez aller dans Stats, vous pouvez aller dans Activity. Là on fait un petit Mi Bit pour faire le filter. Voilà. Tac. Et là vous voyez le trading history, donc l'average price, etc. Bon là il y a des pics, ça c'est parce qu'il y a des mecs qui achètent des Mi Bits super rares ou genre qui coûtent des centaines ou des milliers de TH. Il faut savoir que le Mi Bit le plus cher a été vendu, je sais plus, à 800 TH, je sais plus exactement combien. Mais bref, en tout cas, vous pouvez checker les stats. Le floor était très bas, donc je voulais pas vendre. Et en fait, le floor est remonté il y a, je sais pas, je dirais il y a 3 semaines. Le floor est remonté il y a 3 semaines et à
explosé. Et en gros, bah, mon Mibit qui était complètement banal, c'était un Mibit du floor, donc c'était un Mibit sans caractéristiques spéciales, qui est pas spécialement joli, etc. Je l'ai revendu donc 4,2 ETH lors de la montée des prix. Voilà. Donc comme ça, bah, j'ai fait un gros profit de 7 ETH, plus ou moins sur le premier, et deuxième du coup 2 ETH, donc ça fait 9 ETH de profit, ce qui est clairement pas dégueu pour un premier mint, etc. Voilà. Donc ensuite, j'ai un peu chill out sur les mines parce qu'en gros, c'est un peu compliqué à choper. Donc après, évidemment, votre Mibit, c'est pas justement la photo, c'est juste tu peux l'avoir en 3D, tu peux le connecter en fait et l'utiliser par exemple dans des jeux crypto, etc. qui vont sortir. Pardon. Donc voilà, donc ça c'est pour vous parler de ma première expérience et pourquoi je me suis lancé dans les NFT. Bon, déjà c'était ultra lucratif et c'était super drôle parce qu'en fait, d'utiliser ton Ethereum à une fin de programmation entre guillemets, c'était, là je vous parle, oui là je suis d'accord avec toi, OneTip ça coûte cher, mais il y a des projets beaucoup plus accessibles qu'on va voir ensemble et qui coûtaient pas largement moins cher et qui étaient extrêmement rentables aussi. Là, c'était vraiment Larva Labs ont profité clairement de la hype sur les CryptoPunks pour se permettre de vendre des NFT à 8000 $ unité parce il y a peu de. Ça, c'était un des seuls mines qui coûtait aussi cher presque. Donc voilà, mais ça c'était pour vous parler de ma première expérience, voilà, et pourquoi et vous expliquer. Donc c'est vraiment, les NFT c'est vraiment très spécial dans le sens où tu vas pour la première fois utiliser tes Ethereum, autre que pour faire du trading ou voilà, tu vas pouvoir les envoyer dans les smart contracts et ensuite bah, tu vas pouvoir générer donc des tokens qui sont extrêmement, enfin c'est très gamifié. Parce qu'en fait, c'est super intuitif. Tu cliques sur un bouton, en fait, tu vas cliquer sur un bouton. Donc là c'est de la merde, hein. Ce truc, c'est de la merde, hein. J'ai juste mis genre 1000 balles dedans, un truc comme ça. Juste parce que c'était drôle et parce qu'il y a un mec, je vous expliquerai plus tard, mais il y a un mec que je follow qui est ultra deep dans les NFT, qui est ultra chaud et qui justement a des bons tips, etc. Je vous donnerai une liste sur le Discord de mecs à suivre. Mais en gros, du coup, j'ai vu qu'il avait turbo mint cette collection, donc quand il mint des trucs en général, ça pump bien. Donc là, j'ai juste mis 0,3 ETH dedans, juste pour voir, et j'ai chopé. Donc là, pour. Oh fuck, vas-y, là. Il veut que je re-signe. Et en gros, bah, j'ai chopé. Ça, c'est super rare. Donc je l'ai mis à 10, juste un titre indicatif, hein. Mais ça, c'est du coup, c'est les Pikachu Crowns, enfin, avec la couronne, etc., c'est super rare. Bon, bref, c'est drôle. Donc en fait ça c'est de l'argent. En fait l'argent que vous mettez dans NFT, il faut vous dire que vous l'avez perdu, d'accord? C'est-à-dire que l'argent que vous allez mettre dans un smart contract pour minter, peu importe la collection, il faut considérer que je vais vous montrer des trucs beaucoup plus jolis, hein, mais que l'argent que vous mettez est complètement perdu. C'est de l'argent que vous n'allez pas retrouver et qui va être enfin, dont vous n'avez pas besoin, etc. Et qui va juste être voilà. C'est en fait votre argent vous le perdez. Comme ça, dans le meilleur des cas, ça monte, vous gagnez de l'argent. Dans le pire des cas, bah, vous n'avez rien perdu. Dans votre tête, en tout cas. Et ça, c'est super important. Parce que sinon, vous vous retrouvez à vendre le projet beaucoup trop tôt. Et en fait, il y a plein de gens qui se font avoir et qui, en gros, bah, vendent le truc bien moins cher. Je vais vous montrer, par exemple, j'ai un exemple. Un mec, parce que ça, c'est ma collection préférée. Pardon, je peux l'écrire. Hmask. Donc ça c'est ma collection préférée, j'en ai buy 3 récemment. En gros, voilà, il y a un mec qui a vendu un truc. Alors, qui a vendu un truc pour vous montrer à quel point les gens sont impatients. Et si c'est de la thune enfin, que vous allez perdre entre guillemets, euh, si c'est de la thune que vous comptez perdre entre guillemets, je vais juste faire ça, reste un petit solde. Bah vous allez le vendre beaucoup trop tôt, etc. Alors c'était lui. Il me semble que c'était lui. Alors regardez, le mec l'a vendu, donc il a accepté une offre d'un bot de 3,6 ETH, ok? Il y a 2 jours. Le mec qui l'a acheté, il l'a revendu 7,12 ETH le lendemain. Parce que le mec, il s'est dit, bah, il avait peur, merde, pardon, il avait peur de perdre la thune ou je sais pas, et du coup, voilà. Et donc, en fait, quand vous pensez que vous avez déjà perdu votre argent, et bah, au final, bah c'est pas grave quoi, au moins vous paniquez pas et vous allez pas sell en perdant énormément d'argent. Autre truc important,
c'est que... Attends, je réfléchis. Alors oui, un autre truc qui est très difficile dans les NFT, si vous vous lancez un peu dans du trading d'NFT, c'est qu'en fait, vous allez En fait, c'est bien différent du trading de crypto normal, parce qu'en fait, vous allez énormément vous attacher, entre guillemets, à vos NFT, etc. Et en fait, le truc, c'est que si vous vendez, vous êtes dans un gros dilemme. Imaginons que votre NFT apprécie de x2, x3 en value, mais que vous l'appréciez énormément, etc., que vous l'utilisez en profil picture, ou vous l'utilisez en tant qu'avatar dans un jeu, donc ce qui littéralement vous identifie de manière virtuelle. Le problème est le suivant, c'est que si vous, ok, vous allez peut-être avoir des offres de 100 000, 200 000 dollars sur votre avatar. Mais imaginons que vous l'utilisez depuis 3-4 ans. Euh, Est-ce que toucher 200 000 ce sera mieux, ou même, je dis 200 000, ça commence à être intéressant, mais par exemple, imaginons 50 000, est-ce que c'est worth de toucher 50 000 pour ruiner, entre guillemets, votre image digitale que vous avez créée depuis 4 ans? Par exemple, dans mon cas, si mon squelette est ma photo de profil depuis 4 ans, si on me proposait 50 000 dollars, je la vendrais pas. Donc, vous voyez, ça devient compliqué. Le trading de NFT devient assez compliqué parce que émotionnellement, enfin, tu t'attaches beaucoup plus aux choses. Et en fait, la difficulté, et qui est extrêmement grande, c'est que si par exemple je vends mon NFT, la probabilité que je puisse le racheter plus tard est extrêmement faible. Dans le sens où, par exemple, imaginons, là, j'ai acheté des trucs. Bon, là, c'est un Beast Monster. J'ai acheté celui-là. Celui-là, je le kiffe, il est trop beau. Ok? Celui-là, il est extrêmement beau. Euh, voilà, si je le vends, ok, super, je fais x3 dessus. Mais imaginons que enfin, je l'aime énormément, c'est-à-dire que c'est un truc que je trouve super beau, que j'aimerais bien faire print et accrocher chez moi, par exemple. Et bah, j'ai aucune garantie de pouvoir le racheter un jour, parce que le problème, c'est que le prochain, la personne qui va le collectionner, euh, va peut-être jamais le revendre. Et donc, je pourrais jamais le racheter, ou alors le revendre à 10 fois son prix. Ce qui fait que, alors que un altcoin, si je le vends et que finalement je l'aime vraiment, etc., et que je me rends compte qu'il y a vraiment du potentiel, je le rachète, et que je le rachète, bah je le rachète 10% plus haut, c'est pas grave. Mais je pourrais le racheter dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est extrêmement compliqué parce que bah, on rentre dans une dimension où en fait tu es attaché à ton œuvre, parce que ça devient plus que des tokens, c'est des œuvres. T'es attaché à l'artiste, etc. Et donc t'as aucune garantie de retrouver la même œuvre, parce que l'œuvre est unique. Et donc ça crée une nouvelle dimension pour le trading qui est encore plus complexe. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les NFT. Donc là on a parlé de deux collections, donc c'est ça qui m'ont... Enfin ça c'est des collections, voilà. Ça n'en achetez pas, hein, c'est un truc que j'ai acheté vite fait pour rigoler. Zovac, ça c'est un artiste que j'aime beaucoup, donc je fais rapidement le tour d'artistes que j'aime bien. En gros, il a fait des petits persos comme ça. J'aime pas tout, hein. Il y en a plein de trucs que j'aime pas. Mais il y avait quelques toiles que j'aimais bien. Donc ça, c'est avant tout, avant d'être des artistes NFT, c'est des artistes ça, j'ai acheté celle-là, qui sont, euh, des artistes qui font du physique d'abord. Donc c'est-à-dire que c'est des artistes qui sont éprouvés, qui ont déjà des galeries, etc., qui sont exposés. Et en général, ce sera à mon avis des artistes qui vont retenir plus de value, etc. Voilà. D'être là, ça c'est une collection qui est pas mal hypée sur Twitter, etc. Et qui va être très très hypée lors d'Halloween. Donc ça c'est une collection qui est pas trop mal. Donc ça j'en ai baillé plusieurs, j'en ai flip quelques-uns. Mais là en gros où l'art devient intéressant, c'est sur... Là j'ai commencé récemment à bailler des trucs, hein. J'ai commencé récemment à bailler des trucs, mais je vais continuer à add au fur et à mesure sur mon Vault, entre guillemets. Pour la suite, j'aimerais bien peut-être ouvrir une galerie, etc. Et puis j'ai des algos d'NFT, de trading, etc. qui sont en train d'être en cours, quoi. Donc voilà. Là, j'ai bail trois trucs. Donc ça, je vous montre vite fait. Après, on parlera plus des NFT, mais là, je vous montre rapidement. Ça, c'est une artiste donc de Dubaï. C'est la première femme des États Arabes Unis, des Emirates, des États Arabes Unis, ouais, c'est ça, qui a minté des NFT. Donc c'est la toute première. Donc elle est assez connue, hein. Elle a des grosses galeries à Dubaï. Elle est collectionnée par le plus gros collectionneur d'NFT de tout l'Arabe Uni, enfin de tous les Émirats Arabes Unis, les Émirats Arabes Unis, bref.
Donc c'est 3F Music, donc c'est le plus gros studio de musique, voilà, je vais pas le redire. Voilà, donc lui il baille toutes ses œuvres, franchement il baille le mec, le collectionneur baille toutes les œuvres d'artistes, là j'ai réussi à enfin j'ai fait le mec, j'ai outbid genre 15 minutes avant la fin de l'auction. Je pense qu'il devait pas être devant son PC, sinon il m'aurait largement outbid de nouveau. Ça c'est un autre mec, franchement, pour la value, genre pour cette value, c'est vraiment un taf qui était vraiment kiffant. C'est pour ça que je l'ai acheté. Lui, il fait de l'animation. Il est moins connu, mais en fait, pour tous les détails, etc. Bon, il y a des musiques, il y a des musiques et tout, mais je les ai pas mises. Parce que je sais pas si ça va. Je vais capturer. Je crois pas que je capture l'audio de l'écran. Non, ça va pas être l'audio de l'écran. Bref, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon profil. Euh, Tac. Et ça c'est ma favorite. C'est un artiste des Pays-Bas qui fait la 3D, etc. Et il a fait un partenariat avec un tatoueur. Et celle-là, elle est dingue. Je vais vous mettre la musique, mais le problème, c'est qu'on va entendre de mon ordi, que ça va pas être ouf. Enfin. Voilà, en gros, c'était ça. Donc ça, c'est un artiste que je kiffe, lui, franchement, je pense qu'il a vraiment un énorme potentiel. Lui, pareil, je vais vous montrer un truc. Donc ça, c'est ce qu'il a vendu, ok? Ah, fuck. Ok, voilà, c'est bon. Là, c'est ce que j'ai. Donc ça, c'est l'étoile. Ok, donc, premier... donc là, il a vendu à Bassjacker. Bassjacker, vous connaissez sûrement, c'est le DJ. Donc c'est un DJ qui est assez connu, j'ai déjà vu en concert, etc. Voilà. Donc là, voilà, vous connaissez. Ensuite, en collectionneur, il a Vincent Van Gogh. Ça, c'est un des plus gros collectionneurs d'NFT. Regardez ce qu'il a. Il a bail ça, 71 Ethers, 52 Ethers, 50 Ethers. Ça, c'est lui, c'est genre le top, genre top 5 des plus gros collectionneurs de crypto, d'NFT du monde. Et il a bail deux de ses œuvres. Il a bail celle-là, il a bail celle-là. Et lui, il a des grosses galeries que vous pouvez visiter. Donc je sais qu'il va les exposer dans sa galerie, donc ça va faire bien pump le prix. Donc ça, quand je l'ai vu, je l'ai trop kiffé. Je l'ai market buy, j'aurais bien voulu market buy celle-là aussi, sauf qu'en fait, ça lui appartient, donc jamais il va me la vendre. Et en plus, voilà, donc elle est pas en vente celle-là. C'est pas comme sur OpenSea. Donc ça, sur Foundation, vous pouvez pas proposer une offre. Si l'œuvre n'est pas à vendre, vous pouvez pas mettre d'offre dessus. D'accord? Voilà. Alors attendez, je vais juste regarder. Donc dans l'exemple, je vais répondre aux questions vite fait. Dans l'exemple de Tokenmon, le min c'est genre 0,069 et le floor est à 0,07, donc t'es pas censé en perdre sauf si tu le vends pas. Donc le gros risque c'est de pas le vendre. Donc en fait techniquement oui, donc tu perds un peu d'argent en gaz. Donc en fait le floor avec le gaz il est plutôt à 0,075. Donc t'es pas censé en perdre sauf si tu le vends pas. Oui, donc en fait, techniquement, tu perds pas. En fait, alors ça, je vous expliquerai à la fin les strats justement pour garder le plus de value quand vous faites des mints. Et pour pas vous faire dump dessus, je vous en parlerai à la fin parce que voilà, ça je fais un petit topic dessus. Mais donc là, non, techniquement, oui, moi j'en ai minté 3. J'en ai deux qui sont extrêmement basiques que je vais revendre plus ou moins au floor quand le floor va monter. Parce qu'à un moment, le floor il va forcément monter un petit peu. Donc je vais resell et le Pikachu je vais le garder et soit je le garderai pour le fun, soit je le vendrai genre très cher, genre 3-4 TH. Parce que genre en gros j'ai regardé ma co elle est extrêmement enfin c'est une co qui est extrêmement rare quoi. Enfin j'ai regardé il y a très peu de Pikachu et c'est le seul Pikachu avec une couronne. Et la couronne c'est un item qui est extrêmement recherché dans les collections de profile pictures, donc d'identité virtuelle. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc ça, cet artiste, lui, c'est un gros gros coup de cœur, vraiment go checker. Moi, j'aime beaucoup l'art très visuel, enfin très coloré, etc. Même si j'aime d'autres trucs, mais là, pour le moment, je collectionne plus du visuel et du coloré. Et après, une fois que j'aurai assez de coloré, je commencerai à collectionner du noir et blanc, etc. Des trucs un peu différents, peut-être des audioglyphes, des plus de la musique en NFT, etc. Alors, je vais attendre les NFT de Call of Duty, d'accord. Bah, je sais pas s'ils vont en faire, mais s'ils en font, tant mieux. Algo pour les NFT, oui, oui, je vais faire. En fait, je vais faire un algo. Enfin, j'ai déjà bien commencé, bien avancé. Donc ça, c'est mon algo qui fait mon site, enfin ma page Insta. Donc j'ai une page Insta en fait où je poste mes donc NFT Spotlight. J'ai une page Insta où je poste mes trucs préférés en fait, donc mes œuvres préférées.
Bon, ça a beaucoup évolué, hein, parce que c'est un algo un peu automatique aussi. Mais à partir dorénavant, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup plus accurate qu'au début. Et voilà, je continue de poster, je mets un post par jour en général. D'ailleurs, on va me passer la barre des 400 followers, ça représente. Et en fait, à terme, cette page Insta sera beaucoup plus que ça. En fait, j'ai un algo qui va faire donc qui va en fait sniper les œuvres les sous-cotés. C'est-à-dire qu'en gros, j'estime les codes de tous les artistes digitaux, donc du grosse majorité. Et en fait, donc, en fonction de leur liquidité, enfin, c'est complexe, mais en gros, c'est en fonction de leur liquidité, etc. Et en fait, les artistes qui sont liquides avec des bonnes cotes, je vais sniper sur plusieurs marketplaces les œuvres qui sont moins chères et je vais les acheter. Et en fait, l'algo va les revendre au-dessus de la cote. Enfin, à la cote ou voilà. Et en gros, ce qui fait que bah, je vais sniper toutes les œuvres qui sont en dessous du floor et qui, je sais que l'artiste a une bonne cote et donc elles seront revendues vite avec de la liquidité. Et donc en fait, ça va permettre de déjà, je vais avoir mon algo qui va tourner dessus solo. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que plus tard, je voudrais potentiellement ouvrir une galerie digitale et donc d'avoir un compte Insta, enfin boosté, c'est important de nos jours donc d'avoir de la visibilité. Et donc pour ça, en fait, je vais publier une fois par jour des œuvres justement qui seront au petit d'achat. Donc en fait, ces œuvres, si vous les achetez, vous aurez en gros un retour de 30-40% qui sera 100% assuré. C'est-à-dire que ce sera en général des gens qui vendent sans connaître le prix, parce que ça arrive énormément, qui connaissent pas vraiment le prix de la cote, et c'est des trucs que tu peux pas vraiment avoir, il n'y a pas tout ce qui existe pour connaître les codes des articles, etc. Et donc, ça va me permettre en fait de sniper, c'est-à-dire acheter des œuvres qui sont inférieures au prix normal, et donc de pouvoir les revendre avec un gros premium dessus. Et voilà. Et donc en fait, ce compte Insta me servira en tant que produit d'appel pour justement ma galerie, etc. Et vous, en followant le compte, etc., vous pourrez justement profiter de genre 40% de bénéfices instant si vous êtes le premier à acheter l'œuvre. Voilà, après, il faudra être fast, évidemment. Mais en gros, ça va me permettre d'avoir un compte Insta, entre guillemets, qui va me servir d'appel pour justement avoir de la visibilité au niveau des NFT dans ma galerie ou dans mes projets futurs, en collab avec des artistes, etc. Et comme ça, bah, au moins, vous perdez, enfin, genre, c'est une incentive pour follow et pour kiffer, quoi. Voilà. Donc voilà, et après mon algo en behind évidemment il fera du bénéf aussi sur ce même principe. Et moi après je pense faire du counseling de gros portefeuilles dans les NFT, c'est-à-dire que les gens qui voudront buy genre pour 2 millions, 3 millions d'œuvres, etc. Ils me demanderont écoute frérot, j'aimerais bien investir voilà, ça, je préfère tel type d'œuvre. Moi j'ai l'algo qui cote, etc. Bon c'est plus complexe, là je vous la fais vraiment en résumé, mais sinon on va en parler pendant 1 heure et demie. Et après, en gros, mon algo, justement, bah, je pourrais leur conseiller des tendances de certains types d'œuvres qui se vendent mieux, des œuvres que ce soit génératives, des œuvres 3D, des œuvres vidéo, des musiques, etc. Qui ont le vent en poupe, qui sont en tendance, des artistes qui sont en tendance, des mouvements d'art qui sont en tendance dans justement le NFT. Et ça va me permettre bah voilà, de conseiller ces gens. Et après, bah voilà, ça fera. En fait, c'est 3 projets dans un seul algo. Voilà, donc maintenant vous avez compris l'idée. Donc n'hésitez pas à aller follow ces posts-là, ça fait plaisir. Et puis bah après, comme dit, d'ici quelques mois, vous serez reward. Et puis au pire, bah, ça fait des beaux NFT sur vos feeds. Voilà, et puis ça me fait plaisir, c'est cool. Voilà, donc ça c'était pour les NFT, etc. Donc les petits artistes que j'ai. J'ai une liste d'artistes énorme également. Tout ça, je vais vous le mettre sur Discord. Je vais étoffer la section NFT donc sur le Discord. Je vous mets le lien dans. Alors, hop. Je vous mets le lien d'invite dans le chat pour ceux qui sont. Ok, super. Lourd. Alors attendez. On va mettre ça. On va faire illimité. Tac. Parce qu'en fait. Ok, c'est bon. Alors je code ça. Alors je code en Flutter et en Python. Python parce que c'est les meilleures librairies de machine learning et j'ai pas besoin d'une exécution à la milliseconde près pour le faire en C. Donc je le fais en machine. Le Python, c'est God tier. En plus, bah, comme dit, il y a des trucs, il y a des avec PyPy, etc. Pour ceux qui connaissent, bah, il y a des moyens de compiler extrêmement rapidement. Donc c'est plutôt un problème. Voilà. Donc si vous voulez des infos, rejoignez le Discord.
Et je vais étoffer la chaîne NFT, je vais faire une chaîne à part, je pense. Et là, je mettrai mes artistes préférés, tout ce que je préfère, enfin tout ce que je kiffe en crypto. Si j'ai des drops que je compte, des mines que je compte faire, etc. Voilà. Comme ça, vous avez plein d'infos, ça vous intéresse. Puis si vous voulez faire un peu de thune, ça se fait. Après, vraiment, la thune que vous mettez en NFT, c'est vraiment de la thune que vous devez vous dire, vas-y, je gamble, et puis on verra bien quoi, hein. C'est vraiment, c'est pas, bon, honnêtement, c'est de l'argent facile actuellement, mais ça va pas rester tout le temps. C'est un peu une bulle, donc à un moment, ça va péter. Bon, les NFT seront toujours en tendance haussière parce que, comme l'a dit Shuzu, si ça vous dit quelque chose, c'est le PDG de Three Arrows Capital, donc un des plus gros fonds crypto-monnaie mondial qui estime dans quelques années, d'ici 5 ans, 10% du market cap de crypto soit concentré en NFT. Donc ce qui est énorme, sachant que le market cap crypto va continuer de monter, etc. La trend va continuer, être continuellement haussière. C'est voilà, c'est extrêmement important d'avoir ça en compte. Là, et encore, je vous ai parlé que du NFT figuratif, donc c'est-à-dire du NFT de l'œuvre d'art, quoi, d'accord? Je vais juste mettre ça, ça vous fait un petit fond noir. Parce que là, ça m'éclate la tronche. Voilà. Euh, Attends, je pourrais peut-être vous mettre un petit fond plus sympa. En attendant que je parle sans vous montrer le truc, je sais pas ce que je pourrais vous montrer maintenant. Là maintenant, donc on va plus parler. Alors attendez, là j'ai pas fait de plan. Moi, c'est vraiment un feeling, les gars. Je suis vraiment en mode. Ça, c'est la collection Dead Fellas, si vous savez que ça m'intéresse. Qui est pas mal aussi. Bon, après, moi j'ai eu des prix assez bas. Donc rentrer maintenant, c'est plus cher. Parce que ça a été chill par Gary V, un mec sur Twitter qui est très connu dans le monde des NFT. Donc le prix est pas mal monté à cause de ça. Ah oui, j'ai fait également le drop de Parallel Alpha. Et là les gars, là je me suis vraiment gavé niveau ROI. En gros, j'ai investi 0,23 ETH dedans. Ça c'était une dinguerie ça. J'ai acheté 0,23 ETH dans le drop. Donc dans tout drop, hein. Et j'ai eu en gros, c'était 4 cartes par truc. J'ai eu 4 box, il me semble. Donc j'ai eu 16 cartes. Et en gros, pour vous donner une idée, je me suis fait plus ou moins 7 ETH de revente. Donc en gros, avec 0,23 investi, je me suis fait plus ou moins 7 ETH. À la fin, au final, après avoir tout vendu. Donc là, je vous avoue que c'était un peu le meilleur ROI que j'ai pu avoir. Parce qu'en fait, genre juste, là, c'est un peu drop. Mais genre, les cartes SE, genre, par exemple, pour vous donner une idée, j'avais Master Poisoner. Euh, Master Poisoner. J'en avais une. Ah fuck, j'ai mis la mauvaise évidemment. Mais c'était une dinguerie, genre vraiment. Oh punaise, je suis un boulet. SE, donc ça, Special Edition. Regardez le prix. 1,77, elle est montée de ouf. Là, elle est montée, c'est quoi? Donc pour vous donner une idée, j'avais 16 cartes. Et le prix total des 16 cartes était de 0,23 ETH. Et en gros, bah, ça, c'est les prix de revente d'une carte. Et j'avais genre 80% de mon set, c'était des Special Edition. Donc voilà, donc vraiment, je me suis turbo gavé. Donc là, c'était vraiment un drop de ouf. Je suis deg de pas en avoir prise plus parce qu'en fait, je venais de claquer 6000 balles dans cette œuvre. Je venais de claquer 2,15 Ether dans ça. Et j'étais en mode, et donc c'était juste 2 heures après le mint, et j'étais en mode putain, j'ai pas envie de claquer plus. Mais si j'avais claqué plus, j'aurais claqué 1 ETH, j'aurais potentiellement pu m'en faire 50 voire 100. Parce qu'en fait, plus tu. Genre, enfin, en gros, avec 1,25 ETH, tu peux avoir des caisses qui étaient beaucoup plus rares, en fait, qui droppaient des cartes plus rares. Et il y a des cartes. Donc, il y avait beaucoup de cartes hein, qui valent maintenant, mais des fortunes. Parallèle Alpha. Ah, mais je suis pas sur la bonne plateforme. Alors, parallèle. Donc, vraiment, OpenSea, c'est vraiment là où il y a toutes les collections, d'accord? Ah oui, on va faire Alpha et on va faire Masterpiece. Ça, c'est les cartes les plus chères. Parce elles sont, en fait, elles sont solo, quoi. Donc vous voyez, celle-là elle a été vendue 195 Ethers, celle-là 34 Ethers, 5,8. Mais parce qu'en fait elles sont pure vendues, en fait les mecs qui l'ont acheté ils les revendent plus. Là par exemple celle-là, c'est plein de cartes qui se vendent plus, vous voyez. 90, 95. Et c'est des cartes qui ne se revendent pas en fait. C'est-à-dire que les mecs ils les ont achetées et ils ne revendent plus les cartes. Bon ça elles sont listées à des prix de 150, 350. Et ça c'est des cartes bon du coup qui ont jamais été vendues. Parce que les mecs veulent pas les vendre. Alors qu'ils ont eu des offres, mais j'imagine des offres de fou. Là, par exemple, 16 ETH. Enfin bref, vous voyez, enfin, c'est des trucs, genre, sachant que, pour donner une idée, les mecs qui ont mis de l'argent en ce mint,
ils ont payé au max 1,15 ETH, un truc comme ça. Donc pour 1,15 ETH, il y a des mecs, ils ont tiré franchement des millions de dollars de fortune. Ah oui, là, c'est largement remboursé les 6K, ouais. Euh, alors, t'as pas peur que ce soit dans une bulle? Alors si, extrêmement peur que ce soit dans une bulle, c'est pour ça qu'en fait, je ride qu'avec que des petits trucs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'achète 3, genre j'achète pour genre 0,3 d'une collection, 0,2, etc. De collection parce que justement, en effet, j'ai peur que ce soit une bulle. Et c'est clairement une bulle quand on voit le nombre de collections qui sortent actuellement, de collections comme les Hashmas, comme les CryptoPunks, etc., qui sortent n'importe quoi. Je peux vous montrer des dingueries, je vais me faire censurer par Twitch. Crypto Willies ou un truc comme ça. Demandez pas pourquoi, je sais, d'accord. Euh, Attendez, j'aimerais vous montrer. Ou alors attends, je vais juste taper Dick. Alors, Crypto Dick Bucks. Voilà, alors, c'est des trucs avec des bits qui sortent par les fesses, d'accord? J'espère que je vais pas me faire censurer sur Twitch. Ça a été vendu. C'est actuellement au prix de 23 000 balles et ça a été vendu 1,3 ETH. Donc ça veut dire que le mec il a vendu ça 4 000 balles. Avec une bite qui s'envole. Ah, franchement, ça me fume, hein. Genre, il y avait vraiment des trucs. Et ça, mais no joke, ça c'est. Enfin, genre, ça, c'est pas une bulle. Je sais pas ce que c'est. Parce qu'encore, il y a des trucs, c'est genre assez joli, par exemple. Bon, là, ça, c'est pas. Pour moi, ça, c'est des trucs d'art qui sont legit. Les Hashbacks, ça allait plus ou moins parce que c'est une collection qui est OG, c'est une des premières collections d'art génératif. Pareil. Donc ça, c'est extrêmement legit. Mais par contre, tu vois, les autres trucs, il y a des. Genre, même ça, par exemple, qui est sorti aujourd'hui, pour moi, c'est de la grosse merde. J'ai juste acheté pour flip. Parce que c'est drôle. Et j'ai mis genre 0,0001% de mon capital dedans, hein. C'est juste pour flip et pour ouvrir un paquet surprise. C'est marrant, quoi. Ça, je les ai mintés. Donc en fait, quand tu mintes, tu sais pas ce que tu vas avoir après. Donc c'est vraiment, tu balances des trucs et puis t'attends. Et puis tu chattes ou tu chattes pas, hein. Mais voilà, donc c'était super drôle. Euh, voilà, donc ça c'était vraiment pour tout ce qui est collection, etc. Donc faire attention. Donc vraiment, si vous achetez, vous mettez dans les NFT, il faut vraiment faire attention. Mettez vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre, évidemment, comme dans les cryptos. Mais là, vraiment de l'argent que vous êtes vraiment prêt à perdre. Parce qu'à tout moment, il y a plusieurs risques. Euh, il y a plusieurs risques, c'est-à-dire que vous achetez une collection qui peut valoir très cher. Mais si par exemple personne, en fait, tout peut valoir très cher, mais si personne souhaite acheter votre collection, et bah vous allez jamais vendre. C'est-à-dire par exemple, imaginons, je vais vous montrer un truc. On va faire je vais vous montrer les autoglyphes. Non, attends, comment ça s'appelle? Si, autoglyphes. Autoglyphes. Donc, ce que je vous parlais du début de l'art valable, ce qui était l'art génératif. Donc là, là maintenant, c'est des trucs qui sont extrêmement chers, hein. Le moins cher, je crois, listé, que je peux acheter maintenant, il coûte combien? Le moins cher que je peux acheter actuellement coûte 410 ETH, soit plusieurs millions de dollars, 1 350 000, 15 000 dollars. Donc ça coûte 1 315 000 dollars, parce que c'est une valeur historique. C'est un des premiers, c'est le premier art génératif créé sur ETH. Donc ça a une valeur extrêmement big. Sauf que par exemple, imaginons, c'est des trucs qui se vendent extrêmement. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir un truc comme ça, mais vous allez avoir beaucoup de mal à le vendre. Parce que pour trouver quelqu'un qui est prêt à claquer 1 300 000, ça reste un groupe restreint. Donc votre œuvre ne va pas être très liquide. Donc ça, c'est un des premiers problèmes des NFT. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on pourra avoir pas un problème de prix, ou que le prix drop trop, mais en fait qu'il n'y ait plus aucun acheteur, qui fait que bah, en fait vous avez des trucs qui coûtent super cher mais que personne va acheter, et donc à ce moment là en fait techniquement ça vaut cher mais vous pouvez pas le vendre. Donc ça c'est un premier problème. Voilà. Et ensuite bon, après alors voilà, et pour pallier à ce problème justement, la stratégie de vente, c'est de casser les prix pour pouvoir vendre, pour trouver un acheteur qui va se dire, pour piquer l'intérêt d'un acheteur qui va se dire, je vais pas l'acheter pour le garder, mais je vais l'acheter pour le revendre au prix du floor. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vendre. Donc là, imaginons que je veux vendre mon autoglyphe actuel, qui coûte 410 ETH. Donc techniquement, je suis assis sur une fortune, mais en pratique, je vais mettre des mois peut-être à vendre cette œuvre. Donc si je veux le vendre rapidement, je vais casser le prix, je vais la vendre à 200 ETH. Là, le prix, ça va partir rapide parce que le floor et la moyenne doit être de 300 ETH, truc comme ça. Donc, si je le vends à 200, ça va partir vite. Sauf que pour faire partir vite et avoir de la liquidité, je vais devoir casser le prix, mais de manière énorme.
Alors que sur un shitcoin, bah, si je veux exit, j'excite à 5% moins cher, même un shitcoin peu liquide. En général, j'ai assez de liquidité pour sortir genre quelques dizaines de milliers d'euros. Et bah là, je vais devoir casser le prix de 50% pour pouvoir trouver une liquidité suffisante. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire que le prix ne pourrait pas forcément beaucoup descendre, mais vous allez pouvoir être stuck dans des trucs illiquides. Après, la bulle, pour moi, elle peut encore continuer parce qu'en fait, là actuellement, et là on va rentrer dans un sujet qui est plus complexe, c'est pourquoi est-ce que les NFT vont prendre du marché et pourquoi est-ce que les NFT vont être extrêmement importants dans le gaming, la finance, dans tout ce qui va arriver dans les prochaines années. En fait, pour moi, les NFT, c'est vraiment un truc qui révolutionne Internet comme avec les cryptos. C'est qu'en fait, c'est-à-dire avant, quand j'allais créer quelque chose sur Internet, un JPEG, un truc 3D, un peu importe, j'allais en fait, je vais vous mettre un terminal parce que ça me casse les yeux là, le blanc des os. Voilà. Attendez, j'ai pas des trucs. Ok, bon, ouais, t'ai installé OBS tout à l'heure. Ok, bref, en gros. Et là, comme ça, vous m'écoutez, vous regardez pas. Même moi, je me suis perdu là. Ouais, bref. Ouais, donc pourquoi les NFT, etc. En fait, j'aime pas du tout. Je vais rester là-dessus, ça m'inspire plus. En gros, voilà. Pourquoi les NFT, etc. vont être importants? Alors, en fait, actuellement, avant que les NFT sortent, donc avant Ethereum, etc. Bon, il y a une tentative de NFT sur Bitcoin, bon, qui a pas trop marché, je sais pas trop pourquoi, je pas trop renseigné, mais bon, bref. Parce que sur Bitcoin, c'est beaucoup plus complexe, il n'y a pas de smart contract, donc tu peux pas minter, des trucs, etc. Donc ça a peu d'intérêt. Je pense que, en fait, c'était genre je sais pas exactement comment ça a marché, mais bon, bref. D'ailleurs, ce serait intéressant, point à noter, se renseigner sur justement sur ça. Mais en gros, les NFT, donc ça a permis de faire quelque chose qui est extrêmement important, c'est de créer de l'authenticité et de l'ownership, donc le fait de pouvoir avoir quelque chose à soi qui est digital. Ce qui n'était pas possible avant, dans le sens où si par exemple je crée une œuvre, si je crée cet autoglyphe, je ne peux pas la vendre, je peux la vendre, faire des prints et dire que je la mets à 10 éditions, ok, et la vendre sur mon site internet. Sauf que la personne qui veut la revendre un jour, et ben en fait, il a aucune preuve que ce soit, enfin, à part un certificat d'authenticité qui peut être modifié, photoshopé, etc. La preuve d'authenticité est extrêmement faible comme preuve hein, dans un monde où il n'existe pas, où le NFT n'existe pas. Parce qu'en gros, je vais avoir juste un certificat, un mail d'achat qui provient de voilà, mais au final, c'est très faible et ça peut être facilement réplicable, etc. Et pour la revente par la suite, quand je vais revendre ma photo ou mon œuvre digitale, je vais devoir envoyer le certificat d'authenticité. Mais à tout moment, l'acheteur il peut être dubitatif parce que je l'ai photoshopé, etc. Et si c'est une œuvre qui vaut cher, alors à ce moment-là, je vais devoir passer par une galerie d'art qui va authentifier l'œuvre, faire le travail d'authentification, m'assurer que c'est bon, etc. Et encore, il peut y avoir des litiges. Et par contre, cette galerie d'art va prendre 25% de commission sur l'œuvre, ce qui est indécent. Pour moi, ce qui est complètement ridicule dans l'ère des NFT, c'est ce qui est le même principe des cryptos, c'est de se passer d'intermédiaire. Le NFT permet justement de faire une preuve d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai le NFT, j'ai le token du NFT, donc le token de l'œuvre qui provient du wallet, donc du portefeuille du créateur, et ce qui donc en fait prouve que l'œuvre que j'ai achetée provient bien du créateur. Et ça, c'est un truc qui est écrit noir sur blanc et que n'importe qui peut vérifier de n'importe où sur la planète. En quelques clics, il peut vérifier que oui, mon œuvre a bien été créée par l'auteur et que j'ai donc une originale. Et c'est ça qui est extrêmement fort sur les NFT, c'est que bah on crée ce nouveau système d'authentification digitale. Et donc, grâce à ça, on peut créer et collectionner officiellement et proprement de l'art digital, ce qui n'était pas le cas avant 2016 et avant Ethereum, où on ne pouvait pas vraiment collectionner de l'art parce que justement, il était duplicable à l'infini et que l'authentification était extrêmement compliquée.
Et c'est là, les NFT ont commencé à éclater maintenant, parce qu'en gros, à l'époque, donc, il n'y avait pas de plateforme très fonctionnelle d'utilisation des NFT. C'est-à-dire que les plateformes d'achat et de vente étaient anecdotiques. Se connecter son portefeuille, c'était compliqué. Là maintenant, il y a MetaMask qui est extrêmement simple. Tu crées ton portefeuille MetaMask, donc tu télécharges l'extension MetaMask. Faut bien vérifier que c'est une vraie. Faites attention, hein, bon, c'est pas compliqué, hein, mais faites MetaMask. Ok, MetaMask Firefox, donc qui est la meilleure extension. D'accord. Vous téléchargez, donc ça c'est la bonne, voilà, 280 000 users, c'est la bonne MetaMask. Vous la téléchargez, là vous pouvez cliquer. Et ensuite, ça va créer un portefeuille. Vous allez créer un portefeuille Ethereum dans MetaMask. Il va vous demander de créer une seed phrase. Une seed phrase, c'est en fait c'est des mots, une suite de mots qui va vous permettre de retrouver votre clé privée. En fait, c'est-à-dire que les mots, vous les gardez, vous les notez sur une feuille, vous les notez quelque part. Et ces mots vont, en fait, peuvent ouvrir votre wallet et créer des transactions. Donc vous le gardez. En fait, ce qui se passe, c'est que MetaMask, lui, il va juste demander un mot de passe. Il va garder la seed phrase dans l'application. Et en fait, vous aurez juste à vous loguer, donc à vous connecter dans votre portefeuille avec votre mot de passe. Et c'est tout. Et ensuite, bah, vous allez pouvoir utiliser votre portefeuille et signer, justement, acheter des choses via votre extension MetaMask. Et donc là, par exemple, dans mon portefeuille, j'ai 1,70 ETH sur ma Ledger. Donc, euh, vous pouvez également, et ça je vous le conseille si vous avez plus de 5000 dollars de crypto sur votre wallet ou des NFT, d'acheter une Ledger. Parce qu'en fait, comme ça, vous allez pouvoir connecter votre Ledger, donc qui est un portefeuille hardware, qui est un portefeuille. Donc là, c'est-à-dire en fait, j'ai une clé USB qui s'appelle une Ledger, qui est connectée à mon MacBook. Et en fait, cette clé est le portefeuille de mes cryptos. C'est-à-dire que après, j'ai une extension. Donc MetaMask permet de visualiser son portefeuille dans l'extension et de l'utiliser avec l'extension. Mais je dois toujours valider les transactions dans mon portefeuille hardware. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais un transfert, je vais acheter un truc. Je vais acheter une autoglyphe, par exemple. Bon, on va faire un truc que je peux acheter, parce que voilà, je peux. Je vais retourner sur mes Hashmask. Je vais pas en acheter un, mais je vais vous montrer. Là, on va aller sur un truc qui est achetable directement. Donc là, les trucs là, ils sont pas achetés, c'est des top bits. Donc là, achetable, ça c'est parce que Ether 1,17. Là, il y a un mec qui m'a fait une offre. Là, je fais buy now. Là, je fais checkout. Donc là c'est des bots qui me font des offres. Là, vous voyez, là, il y a mon MetaMask qui s'ouvre et qui me dit, est-ce que vous voulez acheter donc ce Hashmask pour 1,7 Ethereum? Et en fait, là, il va me proposer des fees. Donc là, il va me proposer des fees, ETH. Et il va me demander donc, là il va me donner le total. Donc là si j'achète maintenant je paye 100 dollars de fees, bon ce qui est beaucoup. Mais en fait les fees varient énormément en fonction du trafic sur le réseau. Et donc le mieux c'est d'attendre que le prix baisse si vous n'êtes pas pressé, d'attendre que le prix baisse. Et ça souvent c'est durant la nuit, là où vous faites gas price et ETH, Ethereum. Là 108 c'est assez cher. Ça 108 c'est assez cher. Vous pouvez attendre qu'il baisse souvent le dimanche. Bon là dimanche soir c'est pas opti. Mais dimanche en général il est le moins cher. Même celui-là il est cher. Bon, ça dépend des moments parce qu'à tout moment il y a des drops ou des événements où il y a besoin de créer d'utiliser des transactions. Donc là le prix du gaz monte. Le gaz en fait c'est comme du pétrole. C'est pour alimenter une transaction. Je vais pas vous faire un tuto de comment acheter des NFT pour le moment. Là on va vraiment parler de pourquoi les NFT etc. Mais en gros c'était juste pour vous expliquer rapidement. Voilà. Mais donc je vous conseille d'acheter un portefeuille hardware. Si vous avez plus que 5000 dollars dans votre wallet, c'est beaucoup plus safe et vous pouvez le connecter à votre MetaMask. Et en fait, ça va vous permettre de valider les transactions sur votre portefeuille numérique. Donc même si on vous hack supposons qu'on vous hack, ce qui est impossible, hein, enfin ce qui est dur, mais qu'on vous hack votre ordinateur, et bah on va pas pouvoir prendre le contrôle de votre portefeuille sur MetaMask et dépenser vos Ethereum. Il faudra une confirmation de portefeuille numérique, ce qui n'est pas possible pour un hacker d'accéder, à moins il vous séquestre et qu'il accède à votre portefeuille numérique, à votre portefeuille hardware. Là, c'est plus compliqué, mais alors, on aura d'autres problèmes. Voilà. Donc, je reprends sur pourquoi les NFT, pourquoi ça va révolutionner le monde. Révolutionner plein de domaines en tout cas. C'est-à-dire que là, on a fait l'authenticité digitale. Donc ce qui permet donc à des artistes voilà, d'être des artistes qui avant ne pouvaient pas faire de vente digitale etc. Maintenant le peuvent de manière extrêmement simple, c'est-à-dire qu'ils peuvent minter leur propre œuvre
et la vendre directement en quelques clics, en 5 minutes. L'acheteur, le futur acheteur et même le personne qui revend au deuxième acheteur par exemple sera sûr qu'il achète une œuvre authentique. Et ça, c'est extrêmement important. Par la suite, euh, on va pouvoir également avoir un aspect important du jeu vidéo qui va se mettre dans le NFT. Et d'ailleurs, il y a le patron, enfin le CEO, je vais vous dire exactement, j'ai mis dans Alpha Trade sur Discord. Le CEO enfin le head of gaming de YouTube, qui dit qu'il est bullish sur les NFT, et en gros qui dit que les play to earn, donc les jeux où tu gagnes de l'argent en jouant, sont les prochains majeurs gaming models, donc les prochains types de jeux, et les markets ouverts, donc les places de marché ouvertes pour vendre et acheter des objets digitaux in-game. Voilà. Et ça va changer à travers la blockchain NFT, et c'est complètement évident. Et ça, c'est donc le head of gaming de YouTube qui le dit. Et je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où, en fait, ça me paraît complètement idiot qu'on puisse pas, quand on passe des heures sur un jeu, c'est pas normal qu'on soit pas, qu'on génère de la valeur, parce que sur le jeu, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont joué à World of Warcraft ou Dofus. C'est des jeux où quand tu passes beaucoup d'heures, tu génères du contenu in-game qui est déjà revendable, c'est-à-dire que tes kamas ou voilà, tu peux les revendre pour du vrai argent sur des plateformes tiers. Sauf que ces plateformes tiers, comme dans l'art actuel, bon c'est pas de l'art, mais prennent des énormes commissions, c'est-à-dire que eux, tu leur vends tes kamas 1 euro, enfin 4 euros le million, et eux par la suite, et par derrière, eux ils leur vendent genre 10 euros le million, c'est-à-dire qu'ils se font une marge de 120%. Euh, Ça fait en gros ouais, 150%. Enfin bref, sans plus de marge, pour des trucs que tu pourrais vendre normalement tout seul. Et donc ça va être révolutionné avec les NFT. On va pouvoir créer des marchés parallèles au jeu, mais du coup, les trucs que tu génères in-game seront tous tokenisés sous forme blockchain et permettront, donc il y a des blockchains sans fees, hein. Ethereum c'est une blockchain avec beaucoup de fees, mais il y a des blockchains qui sont sans fees et qui permettront de vendre et acheter des items pour 1 dollar, 1 euro, ce qui te permet d'avoir du gros trading d'œuvres, parce que là par exemple quand tu dois payer 100 dollars pour faire une transaction, ça fait un peu chiant, on va pas se mentir. Mais sur des blockchains comme Solana, etc., on en reviendra, on peut faire des transactions à 1 dollar sans payer de fees. Et donc les jeux vont tous basculer vers un play to earn. Pourquoi? Parce que déjà de 1, play to earn, ça permet, les gens sont beaucoup plus impliqués si tu joues dans un jeu où tu gagnes de l'argent. Littéralement, tu pourrais être professionnel à juste jouer à ton jeu et pas devoir dépendre de YouTube ou de revenus de streaming par derrière. Juste parce que tu es bon au jeu, tu pourras littéralement gagner des choses in-game et les revendre sur un marché ouvert et sans frais. Après, il y a un truc qui est important dans le NFT, c'est-à-dire que quand tu crées ton NFT, tu peux coder des royalties dans le NFT. C'est-à-dire que par exemple, quand imaginons, je sais pas combien là c'est de royalties cet NFT, mais imaginons que je l'achète et je la revende. Le créateur peut dire que par exemple, il veut 10% de royalties. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je vais revendre le NFT, l'auteur va toucher automatiquement 10% de royalties dans son wallet. Et ça, automatiquement. C'est-à-dire que, voilà. Et donc, en gros, il n'y a pas de transfert de galerie d'art. Il y a déjà la plateforme de vente en général. Là, OpenSea, pour vous donner une idée, ils prennent 2,5% de fees sur l'achat et la revente d'œuvres sur la plateforme. Ce qui est très faible. Là, actuellement, les galeries d'art, c'est 20% à 50%. Donc c'est extrêmement drôle, sachant qu'en plus l'artiste doit signer des droits comment dire, des droits d'exclusivité avec la galerie. C'est-à-dire qu'un artiste qui s'expose dans une galerie n'a pas le droit d'exposer ses œuvres dans d'autres galeries, et en plus la galerie prend 50% de son œuvre. Vous vous rendez compte à quel point c'est bullshit. Donc voilà, les NFT vont clairement révolutionner ça. Ça peut pas durer forcément. En plus, ça vient des artistes, donc les intermédiaires ça dégage, comme dans plein d'autres milieux dans les prochaines années.
Donc ça donne énormément de pouvoir aux artistes, ça leur donne énormément d'incentives, donc de potentiel pour changer et de passer à ce modèle-là. Tout ne peut pas être digitalisé, of course, mais par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait un NFT, donc le NFT soit vendu en tant que œuvre digitale sur OpenSea, par exemple, sur la plateforme de vente de NFT, et en même temps que l'artiste vende une œuvre physique. Et donc en fait, quand tu vas vendre ton œuvre physique, tu vas également donner le NFT à la personne qui va t'acheter l'œuvre physique. Ce qui permet déjà de 1 d'avoir de la visibilité sur des marketplaces de NFT. Donc ça veut dire que ton œuvre va être très visible. Ensuite, ça te permet d'être plus liquide parce que c'est plus facile d'acheter et vendre. T'as pas d'authenticité, t'as pas de travail administratif pour passer par des galeries, etc. Tu élimines 20% de commission sur les galeristes. Donc tu les sors du truc. Et ensuite, voilà. Et je pense que après, par la suite, il y aura des galeries virtuelles comme je vous ai déjà montré sur CryptoVoxel. Si vous l'avez pas vu, je vous refaire à mes lives précédents où je fais une visite de CryptoVoxel, etc. De galeries virtuelles justement dans des mondes virtuels où là je pense que là il y aura également des galeries qui vont se faire où genre les gens exposeront des œuvres des galeristes, etc. Mais au lieu de prendre 2 ou 5%, enfin au lieu de prendre 20% ou 50%, ils prendront genre je sais pas 8%, 7%, etc. Donc déjà on élimine et ce sera pour justement juste avoir de la visibilité et non de la paperasse administrative d'identification, etc. Enfin bref, enfin bref. Donc ça permet d'éliminer les intermédiaires. En gaming, ça permet aux joueurs d'être rémunérés pour jouer, parce qu'ils vont pouvoir vendre de manière tellement extrêmement liquide leurs œuvres. Il y a des stats qui ont été faites, etc. Malheureusement, j'ai pas les sources là parce que j'ai tout foutu sur mon tel. Mais je vais vous faire un trade. Dans NFT, dans le Discord, je vais faire un trade, je vais faire vraiment genre une partie NFT. Et là, je vais mettre vraiment tout ce que je vous dis, etc. Ça fera dans les 2 prochains jours, je m'engage à le faire. Où je mettrai justement tout ce qui est à ce propos. Et en fait, donc, je sais plus ce que je disais du coup. Shit. Ouais, voilà, donc les stats. En gros, il y a le marché du skin actuellement. Donc le marché du skin, c'est-à-dire quand vous allez sur Fortnite, vous achetez des skins Fortnite. Parce que j'essaye d'être assez général dans mes propos parce que je sais qu'il y a des petits et des plus grands qui nous regardent et des gens qui sont pas forcément dans le gaming, etc. Mais par exemple, actuellement, dans des jeux, donc par exemple Fortnite, voilà, on peut acheter des skins, on peut acheter des danses. Voilà, donc vous pouvez acheter des skins d'armes, vous pouvez acheter des skins de boucliers, vous pouvez acheter des skins de personnages, voilà. Et en fait, ces skins, ça va vous permettre de changer d'apparence dans les jeux, d'accord? Et donc ce marché de vente de skins est évalué à 40 milliards de dollars actuellement. Et en gros, 80% des joueurs seraient d'accord pour dépenser plus si ils pouvaient revendre leur skin. Parce qu'en fait, actuellement, quand tu achètes un skin sur un jeu, tu peux pas revendre. Il n'y a pas de valeur de revente. Parce que déjà, c'est extrêmement compliqué. Tu dois faire de la vente illégale de comptes. Et donc, ce qui est très découragé par les plateformes. Et en plus, c'est extrêmement compliqué. Il faut te mettre encore une fois, comme les Kama, il faut te mettre sur des plateformes illégales. Il faut revendre ton compte. Les acheteurs, ils n'ont pas la garantie que tu les arnaques pas par derrière en rechangeant tes mots de passe, etc. de ton compte. C'est extrêmement compliqué en fait. Ce qui fait que le prix est très bas pour la revente. C'est-à-dire que quand tu vas revendre un compte avec énormément de skins, tu vas peut-être toucher, 5% de tout ce que tu as dépensé. Donc si tu mets 1000 balles ton compte, tu as 1000 balles de skins, et bah tu vas peut-être garder que 50 balles, de récupérer que 50 balles. Parce que c'est illégal, parce que c'est compliqué, parce que voilà. Alors que si tu pouvais revendre tes skins sur une marketplace, les développeurs pourraient coder genre 20% de royalties, c'est-à-dire qu'en fait si tu revends le skin, tu permets aux développeurs de toucher 20% sur la revente. Et en plus, toi, ça te permet de racheter des nouveaux skins avec cet argent, échanger, et donc ça fait que le market pourrait être beaucoup plus lucratif parce que les gens achèteraient beaucoup plus de skins. Parce que des skins coûteraient moins cher, parce que des skins, les gens pourraient les revendre, donc ils pourront faire des plus-values, donc il y aura de la spéculation et donc beaucoup plus d'argent en jeu. Donc c'est bénéfique pour les gens, les développeurs de jeux, c'est bénéfique, pour les utilisateurs, c'est bénéfique, et pour les gens qui tryhardent le jeu et qui jouent régulièrement, ils pourraient gagner de l'argent en revendant ces items gaining game. Donc c'est énorme.
Et pour moi, tout le gaming va bouger vers ça. Et pour moi, c'est logique qu'on récompense ton temps à jouer dans des univers parallèles, entre guillemets, à gagner cet argent. Pourquoi Fortnite? Et là, on va voir pourquoi les NFT marchent autant et pourquoi un CryptoPunk vaut des centaines de milliers de dollars minimum maintenant. Sachant que le CryptoPunk le moins cher actuellement vaut 400 000 dollars. Donc si vous voulez acheter un CryptoPunk, je vais vous montrer si c'est un CryptoPunk. Pour ceux qui connaissent pas. Euh, et là, vous allez comprendre, ça va vous paraître logique quand je vais vous expliquer pourquoi ça vaut aussi cher. Donc là, si je veux acheter le CryptoPunk le moins cher, on va aller hop, buy now, low to high. Ok, super. Attendez, il n'y a pas de CryptoPunk en vente? Non, mais là, ça bug. Pas possible. Il n'y a pas de CryptoPunk en vente. Bon, attendez, il y a un problème là. Attendez, non, mais là, ça bug. Là, j'ai juste OpenSea qui lag parce qu'en fait, vu qu'il y a 90% du trafic à cause des NFT qui explosent actuellement. Après, c'est bah, du coup, ça bug. Ouais, bon, vas-y, pas grave. Bon, faites-moi confiance. Le moins cher, bon, là, ça bug, hein, ça lag de ouf. Euh, le moins cher coûte 400 000 dollars. Le CryptoPunk le moins cher coûte 400 000 dollars. Alors, en fait, sur Fortnite, pourquoi Fortnite, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est un jeu donc à la troisième personne. Je vais vous montrer une petite vidéo pour ceux qui connaissent pas, pour les plus grands. J'espère que je vais pas me faire copyright strike, mais je pense pas. J'ai le droit de streamer du Fortnite, à mon avis. Fortnite. Allez, on va se taper les pubs. Désolé, j'ai pas d'adblock. Catastrophe. Euh, hop. Voilà, donc en gros, c'est un jeu, voilà, à troisième personne, vous pouvez construire, etc. Et en fait, vous pouvez, donc là, il a un skin, je sais pas quel skin c'est. Voilà, donc c'est un jeu de shooter, vous pouvez tirer, voilà, c'est un jeu à troisième personne. Voilà. Et en gros, les skins, c'est pour changer votre apparence visuelle de vos armes et du personnage entièrement. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour vous montrer. Et en fait, ce jeu a eu énormément de succès. Pourquoi? Parce que déjà, de un il est gratuit. Et là, on est parti sur un système donc, ce qui permet d'inclure énormément de gens. Vu que le jeu est gratuit, tu peux télécharger et tester gratuitement sans devoir avoir un prix d'entrée et ne pas sûr d'aimer le jeu. Euh, et le jeu est également développé avec des graphiques faibles, avec des graphiques de basse qualité, enfin du cartoon, pour justement que tous les low entry gamers, les PC gamers pas chers, puissent jouer au jeu sans laguer et avoir une bonne expérience de jeu. Et c'est extrêmement important parce qu'en fait, le fait d'avoir un jeu qui est gratuit et qui ne demande pas de PC qui coûte cher pour pouvoir y jouer fait que énormément de monde peut jouer au jeu. Et c'est ça qui est un point clé, c'est-à-dire qu'en fait tous les copains pouvaient jouer ensemble au même jeu. Et donc qui plus est un jeu compétitif, intéressant, avec beaucoup de potentiel. Et donc ce qui fait que en gros les gens, surtout les jeunes, se retrouvent en fait dans le jeu. Et en fait c'est plus qu'un jeu. En fait à leurs yeux c'est une cour de récré virtuelle. Littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, après l'école, tu vas te retrouver avec tes potes dans une cour de récré virtuelle où tu vas jouer avec tes amis et où tu vas avoir une apparence virtuelle. Et en fait, cette apparence va te déterminer dans le jeu. C'est-à-dire que si tu as tel ou tel skin, tu vas être plus classe ou moins classe que quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui est extrêmement important, c'est qu'en fait on cherche à se créer par les skins, par les CryptoPunks, à se créer une identité virtuelle. Et cette identité virtuelle, elle a déjà commencé avec le Web 2.0. Donc le Web 2.0 c'est Instagram, Twitter, etc. Le Web 3.0 ça va être le web avec les NFT, avec les wallets, etc. Mais le Web 2.0 c'est toutes les plateformes style Instagram, etc. qui sont en 2D, etc. Mais on va se diriger donc vers un métaverse, vers une identité 3D, une identité dans des jeux, une identité qui va vous définir H24 virtuellement. Là, par exemple, là, nous, on se parle tous, là, tous ceux qui regardent mon live. Moi, je connais votre avatar en fait. Ça fait des années qu'on se parle, mais on connaît que notre avatar parce qu'en fait, notre interaction est uniquement virtuelle pour le moment. Bon, peut-être qu'elle évoluera en du physique, Inch, mais pour le moment, c'est du virtuel et on s'identifie tous avec notre image, notre photo de profil. Et donc, en fait, c'est ça, en fait, qui est important. C'est que, en gros, au final, les humains ont besoin de flex. Donc, flex, c'est se la péter, entre guillemets.
tous les gens ont besoin de se la péter, d'avoir mais pas de manière péjorative, mais j'essaie de traduire de l'anglais, je sais pas trop comment le traduire, mais flex. En gros, c'est de se créer une identité. On a tous besoin de se créer une identité, que ce soit dans la vraie vie ou pas, d'avoir des habits, des statuts sociaux, etc. Et en fait, ce statut social, on est en train de le projeter dans le monde virtuel, parce qu'en fait, on passe plus de temps dans le monde virtuel actuellement que dans le monde réel, presque. Vous voyez le temps que les jeunes, surtout que c'est de pire en pire je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais c'est un fait. Les gens, surtout les jeunes, etc., passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, etc. Parce qu'en fait, c'est littéralement leur endroit où ils commencent à évoluer virtuellement et limite plus que IRL, d'accord? IRL, donc c'est dans la vraie vie. Et en fait, pour justement évoluer au mieux dans ces plateformes virtuelles, il faut que tu te crées une identité virtuelle. Il faut que et c'est par là, et c'est là qu'interviennent les skins, c'est là qu'interviennent les objets en jeu que tu peux acheter, etc. C'est pour te donner une identité virtuelle qui est meilleure, qui te correspond plus en fait. Et voilà. Et c'est pour ça que ce marché et Fortnite a extrêmement explosé. C'est parce qu'en fait, ça permet de créer une sorte de cour de récré qui est interactive où les gens peuvent jouer ensemble, peuvent se retrouver ensemble après les cours. C'est même pas juste de jouer et genre te tirer dessus, c'est de parler avec ses potes en vocaux. Voilà. Et en fait, l'identité virtuelle est plus importante à ce moment-là que l'identité physique en fait. Parce qu'en fait, bah, c'est ce qui définit dans un jeu. Et là, on va dans un monde où tout sera virtuel dans les 10-20 prochaines années. Je sais pas si vous avez vu Mark Zuckerberg qui récemment vient de sortir un nouveau truc qui s'appelle le Facebook Metaverse ou je sais pas quoi. Et en gros, tout le monde a des cases virtuelles et vous pouvez, je vais vous montrer vite fait. Et lui, pour vous dire, les plus gros de la tech sont 1 milliard de pourcents investis dans les métaverses et dans les mondes virtuels. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, là, on s'en fout. Pourquoi ça va au comptoir, etc. Là, c'est de la critique, mais moi, je vais juste vous montrer pourquoi. On s'en fout. Désolé, les cookies, les gars. J'aimerais bien vous montrer Facebook. Non, je fais n'importe quoi. YouTube. Pour vous montrer vers quoi on se tend dans les prochaines années et c'est triste en même temps, c'est comme ça en fait, genre c'est une fatalité parce qu'en fait parce que les gens aiment en fait finalement avoir ce genre de choses et parce que c'est plus facile et parce qu'on est happé dans nos ordi, mais bon voilà. Je vais mettre Facebook Metaverse. Voilà, voilà. En gros, et ça on y tourne et ça les NFT vont jouer un énorme rôle là-dedans parce qu'en fait, ça va vous permettre. Voilà, et c'est ça bon, je vais en parler après, mais je vais vous le montrer. J'aimerais bien avoir le son du truc. Bref, en gros, je vais juste vous montrer visuellement. Donc ça vient de sortir sur Facebook, hein, il y a pas longtemps, enfin c'est 2019, mais là c'est en train de se concrétiser. En gros, vous allez tous être... Bon, en gros, punaise, mais j'ai pas la vidéoconférence. J'aimerais bien vous montrer la vidéoconférence qu'il a fait récemment. Voilà, c'est ça. Voilà, en gros, là c'est comme ça. Voilà, ce sera le futur Zoom. Ce sera ça. C'est-à-dire que là, vous serez avec votre casque VR, et là, vous serez en conf. D'accord? Avec vos collègues ou avec vos amis, etc. Et là, c'est un conf. Mais après, on pourra faire des jeux, on va pouvoir faire plein de trucs. Et en fait, ce qui est important là, à ce moment-là, c'est d'avoir une identité virtuelle. Et là, donc là, le mec part, etc. Les gestes sont reproduits. euh, les gestes sont reproduits, etc. Et vous pouvez, en un clic, j'aimerais bien vous montrer un truc plus quali, mais en gros, en fait, en un clic, vous pouvez changer, vous pouvez mettre un template différent. Vous pouvez mettre, par exemple, vous mettre sur une île, vous pouvez vous mettre tous côte à côte sur la table. Vous voyez, il y a plein de choses. En fait, vous pouvez tout changer, vous pouvez changer la position de la pièce en un clin d'œil. Pas besoin d'acheter de locaux, etc. Donc pour une boîte, c'est ultra intéressant. Bref, en gros, et on se tend vers un monde qui sera de plus en plus comme ça, où l'e-personnalité est plus importante presque que la personnalité IRL. Voilà, et c'est pour ça que les gens, Instagram et les plateformes ont extrêmement boomé, extrêmement monté en puissance, ainsi que les jeux comme Fortnite. C'est parce que justement, on se crée une personnalité virtuelle. C'est pour ça que les jeunes adorent, font une course au like, c'est parce qu'en fait, ta personnalité virtuelle monte en popularité, etc. Et donc, voilà, et malheureusement, c'est vers ça qu'on tend, c'est vers des mondes en 3D. Et en fait, justement, quand tu es dans un monde en 3D, comment est-ce que tu fais pour avoir des propriétés à toi? Et bah c'est là que les NFT interviennent. C'est là que ton avatar sera à toi à partir du moment où tu l'auras en NFT. C'est là où ta maison que tu vas avoir en 3D
où tu accueilleras tes potes pour faire ta conversation VR ou ton truc VR ou faire des jeux de société en VR ou peu importe. C'est là où tu auras ta maison où tes potes seront en mode ah ouais, lui il est trop stylé, il a une méga maison virtuelle, etc. Peut-être. Mais là, j'extrapole énormément, mais c'est pour donner la puissance du truc et pourquoi les NFT sont autant value et pourquoi ils seront énormément valués. C'est parce qu'en fait, au fond de soi, les gens adorent montrer un statut social, etc. Et c'est à travers, avant que avant que le digital arrive, c'était à travers, mais c'est toujours le cas, mais c'est à travers les montres, c'est à travers les habits de marque. Pourquoi est-ce que tu achèterais un t-shirt Versace alors à 700 balles alors que tu pourrais acheter un t-shirt à 5 euros? Pour ce que tu veux montrer aux autres que tu as de l'argent pour acheter ce genre de choses et donc appartenir à une classe sociale différente. Et bah, c'est exactement le même principe. Pourquoi les gens achètent des CryptoPunks? C'est parce que quand tu as des CryptoPunks en photo de profil sur Instagram ou Twitter, peu importe, et bah, tu prouves que tu es capable de dépenser 400 000 balles dans un JPEG, dans une photo. Et donc, ça montre que niveau socialement, t'es quelqu'un en fait. Et l'humain a toujours besoin de ça. C'est un fait. L'humain a toujours besoin d'extérioriser, de montrer ses richesses, de montrer qu'il est capable de dépenser des ressources pour rien d'autre que juste montrer qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre. Entre guillemets, même si je dis pas qu'avoir un t-shirt Versace ça montre que t'es meilleur que quelqu'un d'autre. Hein. C'est juste que, voilà, c'est juste pour montrer ta richesse. Et ça existe depuis la nuit des temps. Avant c'était l'or, avant c'était avant à l'époque Louis XIV c'était d'avoir des cheveux, comment ça s'appelle, des perruques de telle longueur, autant de bijoux, etc. Et tout le temps à chaque fois. Et sauf que là, on entre dans un monde digital. Et pour avoir justement un symbole de propriété et la propriété tout court dans des jeux, dans des métaverses, c'est d'avoir les NFT. Et c'est pour ça que justement, les CryptoPunks, etc. Voilà, les CryptoPunks, etc. valent si cher, c'est parce que les gens veulent pouvoir se la péter, c'est pas la bonne expression, mais on va dire ça, se la péter de manière virtuelle, et ils se la péteront dans des métaverses, etc. Et ça leur donne un accès à une élite de gens qui ont des CryptoPunks, parce qu'en fait, après, sur le Discord CryptoPunk, tu peux communiquer avec que des gens qui ont des CryptoPunks, donc ça te donne en fait, en plus d'avoir une photo de profil public qui te dit que t'es quelqu'un dans les cryptos, ça te permet aussi d'accéder à une communauté d'élites qui ont tous des CryptoPunks, qui ont tous de l'argent, etc. Et donc tu peux avoir des infos et communiquer avec des gens qui sont comme toi, qui appartiennent au même cercle social que toi, etc. Et donc c'est en plus d'avoir une propriété virtuelle, ça te donne un accès à une communauté exclusive. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et pareil, quand tu vas mettre des chaussures à 1000, 2000 balles, tu vas être reconnu par des mecs qui ont aussi des chaussures à 1000 ou 2000 balles et tu vas en fait inconsciemment rentrer dans leur cercle exclusif. Quand tu as une Rolex, tous les gens qui aiment les montres et qui ont des belles montres, ils vont se dire ah ouais, ils vont voir ta montre, ils vont se dire ah oui, lui il a une Rolex, il est comme moi. Et parce qu'en fait, c'est très peu de gens peuvent acheter de Rolex. Et donc en fait, tu rentres dans un cercle social et accès à une certaine communauté qui te permet justement voilà, d'échanger. Je dis pas que tout ce que je dis là, c'est pas, je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, qu'on soit d'accord. Je dis juste que c'est comme ça que les humains sont faits, c'est comme ça que le monde tourne, etc. Et c'est, voilà, on pourrait l'appeler la théorie du flex. Du flex. Oui, c'est des biens ostentatoires. Et qui te donne accès à des bénéfices, etc. Et on peut extrapoler, imaginons, parce que les CryptoPunks, tout le monde connaît les adresses publiques des CryptoPunks, tout le monde sait quelle wallet a quel CryptoPunk. Pour les marques, etc., c'est un énorme business marketing. On pourrait très bien imaginer que tu vas chercher tous les gens qui ont des CryptoPunks dans leur wallet et par exemple Lamborghini pourrait dire on vous offre on vous donne un accès privé à toutes les usines Lamborghini pour tous ceux qui ont des CryptoPunks et ça arrive sous forme d'NFT dans ton wallet et ton NFT c'est pas une œuvre mais c'est un ticket d'entrée pour aller chez Lamborghini voir les voitures et en fait avec les NFT on peut faire plein de choses, on peut juste digitaliser le droit de propriété, voilà. Et donc, au final, les NFT permettent de faire plein de choses. Ça peut, voilà, révolutionner le monde. Ça va révolutionner le monde du gaming. D'ailleurs, sur Black Flamingo, on va vraiment regarder tous les projets gaming de près qui vont sortir les prochaines années parce que littéralement, si on arrive early sur un des jeux qui explose,
tu peux littéralement gagner des millions, des dizaines de millions de dollars si t'es sur le bon jeu au bon moment. Ça, faut vraiment vous rendre compte que s'il y a un Fortnite décentralisé GameFi dans Game Finance qui sort, je peux vous assurer que si vous êtes dans les centaines enfin dans les milliers de premiers joueurs qui vous rentrez sur le jeu, vous pouvez littéralement finir millionnaire parce que vous êtes les meilleurs de ce jeu, d'accord? Donc c'est pas une dinguerie, c'est pas un truc voilà. Donc ça il faut garder ça en tête. Donc les jeux qui vont sortir en Game Finance c'est les jeux justement comme ça qui utilisent des cryptos en modèle économique. Il faut vraiment guetter parce qu'il y a littéralement moyen de se faire des énormes couilles en or dans ce milieu. Voilà. Donc alors ouais, Rolex, bon j'ai pris l'exemple de Rolex. Après en fait le Rolex c'est une marque de montre qui parle au plus de monde, au plus grand public parce que c'est une marque la plus connue. Mais oui, après, c'est pas forcément la meilleure montre de luxe, etc. Euh, Merci, Thomas, ton explication est très intéressante et c'est cohérent avec les évolutions à venir. Avec plaisir. Voilà, mais en gros, c'est pour ça que les NFT, en fait, si on compare au monde réel, c'est vraiment, en fait, on tend à être un monde de plus en plus digital. Et donc, par conséquent, on va être amené à avoir des identités virtuelles qui vont coûter de plus en plus cher, où on va investir de plus en plus d'argent dans nos identités virtuelles, dans nos jeux virtuels, dans les métaverses. Et en fait, on va être comme ça. Donc les NFT, on le vend en poupe, même si ça va être des bulles, parce qu'il y a des milliards de collections qui sortent toutes les minutes. Ça va être des grosses bulles. Mais overall, la trend va être haussière dans les prochaines années. Et c'est comme ça que des fortunes vont être créées. C'est comme ça que moi, je vais me positionner sur le marché très early. Je pense que sur les NFT, on est encore très très early. Les NFT, on est très très early. Donc il y a vraiment son épingle à tirer du jeu si vous y êtes maintenant. Je vous conseille de vous renseigner, de vraiment vous intéresser. Et en fait, moi je trouve ça plus fun que de se renseigner. Voilà, là on va plus parler du truc et astuce parce que je vous expliquer pourquoi pour moi les NFT ont de la valeur. Parce que c'est un flex. Comme sans compter, si on exclut l'utilité des NFT qui, en gros, pour les artistes, permettent d'avoir beaucoup plus de gagner beaucoup plus d'argent parce que ils peuvent vendre les NFT beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus liquide parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, donc tu peux vendre rapidement les NFT. Il n'y a pas de cut de 20% à 50% prise par les galeries. Voilà. Donc, à vendre, c'est beaucoup plus simple pour les artistes. Les artistes gagnent beaucoup plus d'argent. La revente est beaucoup plus simple pour les revendeurs aussi. C'est beaucoup plus liquide. Et ensuite, en plus, bah, ça fait partie d'un flex, ça fait partie du flex virtuel que les gens auront de plus en plus besoin dans les années à venir. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que les NFT vont exploser, continuer à exploser. Et voilà. Donc maintenant, truc et astuce pour acheter et revendre des NFT. Alors, il y a plusieurs choses. Soit déjà, le NFT, il faut qu'il vous plaise. Des NFT, il y en a des centaines de millions. Par conséquent, achetez que des NFT qui vous plaisent. Ça, c'est ultra important. N'achetez pas un NFT parce que vous dites, bon, à part, ok, bon, on peut en discuter sur les tokens, pardon, sur les tokens mon ou les conneries que j'ai dans mon wallet. On peut argumenter. Mais ça, c'était vraiment des expériences. J'ai testé des trucs, des mints, etc. Mais voilà. Donc là, premier truc. Si vous voulez flip des projets, c'est-à-dire flip, quand on dit qu'on flip un projet, c'est-à-dire qu'on va acheter le mint. Donc on va essayer d'être dans les premiers acheteurs du mint, parce que sachez que des mints qui sont hypés, donc sur Twitter, etc., sont des mints qui vont être finis en quelques minutes. C'est-à-dire que même parfois, ça arrive qu'en moins d'une minute, le mint soit fini. C'est-à-dire que si vous n'avez pas passé la transaction, etc., en moins d'une minute, vous n'allez pas recevoir de trucs digitaux. Vous n'allez pas recevoir de NFT. Donc ça crée des gas wars. Donc des gas wars, c'est-à-dire qu'en fait, pour minter, vous allez devoir payer des frais exorbitants. Donc je parle de centaines de dollars d'Ethereum, voire des milliers de dollars d'Ethereum pour être sûr que ça passe. Donc c'est des trucs insane. Mais après, tous les drops sont pas comme ça. C'est vraiment les drops les plus hypés. Coûtent vraiment des dingueries en ETH, donc plusieurs milliers de dollars. Encore une fois, la notion de beau, oui, comme dit Speculos, est subjectif. Donc ça, on n'a pas la même définition de beau. Donc c'est vraiment propre à chacun. Si vous aimez l'œuvre, vous pouvez l'acheter, etc. Ensuite, voilà. Donc pour les mints, si vous faites du flip, c'est que
vous allez acheter que des drops hypés parce que si vous achetez, vous mintez des drops, des drops c'est des sorties de collection, c'est pareil, des mints ou des drops, c'est pareil. Si vous allez faire des mints, il faut que la collection soit hypée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins 3000, 4000, moi je dirais, enfin minimum personnes sur le Discord et au moins 15 000 personnes sur le Twitter pour qu'en fait les gens ne puissent pas tous mint parce que si tout le monde peut mint, au final, le projet n'a pas intérêt. Qui va acheter par derrière à la sortie sur la marketplace? Qui va acheter le projet si au final tout le monde a eu le temps de minter? Personne. Donc il faut que ce soit exclusif, il faut que vous soyez plus rapide que les autres pour minter. Comme ça, les gens qui n'ont pas eu le temps de minter, ils vont devoir aller sur la marketplace et acheter les NFT sur la marketplace. Donc ça, c'est pour faire du flip. Là, comme ça, en général, ce qui se passe, c'est quand vous avez des projets hypés, le prix va monter instantanément sur la marketplace. Donc il y aura plusieurs phases. Est-ce que j'aurais pas un petit logiciel de dessin pour illustrer ça? Online Paint. Ça existe ça? Alors là, c'est encore plus ghetto que du Paint, les gars. Là, on fait du Online Paint. Alors, en gros, un drop. Là, ok, c'est bien droit. Bon, ça va être de qualité, hein. Ça, c'est le temps. Ok, c'est pas facile, jugez pas. Temps, et ça, c'est prix. Ok. Voilà. Donc là, on est au temps T0. Donc c'est le temps du mint. C'est au moment où on est minté. Il faut savoir que, vu que tout est public et tout c'est sur des contrats, etc., quand vous mintez votre œuvre, les marketplaces comme OpenSea voient directement le mint. C'est-à-dire qu'en fait, vos œuvres sont directement publiées et les gens peuvent mettre des offres directement à T0, d'accord? Donc là, là, en général, ici, ça dépend, mais il y a un peu de temps. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup quand c'est très hypé, attendez, je vais faire CTRL Z. Voilà, super. Quand c'est très hypé, donc là, on prend que des projets qui sont hypés, d'accord? Donc, je peux pas écrire. C'est trop énervé. Si. Donc, hop. Projet. Donc, si projet hype. Donc, là, on parle sur des projets hypés, ok? Hype, donc en fait, minimum 15 000 abonnés. Bon, allez, vas-y, allez. 10 000 sur Twitter. Mais il faut que ce soit proportionnel au nombre de mints. Par exemple, s'il y a vous pouvez minter que genre 20 000 NFT. Si vous pouvez minter 20 000 NFT, 10 000 sur Twitter suffit pas, d'accord? Discord, on va dire. Discord, c'est plus 3 000, c'est. Discord, c'est vraiment la commu tryhard. Twitter, c'est un peu plus chill. Les gens sont plus en mode je suis, mais tranquille, d'accord? On va faire ça. Ok, donc ça, c'est. Je peux pas changer la police. Bon, écoutez, je vais faire. Ah, si, donc ça c'est pour le projet, voilà. Ça, là on parle d'un mint de en gros 10 000 personnes. De max de chez max, 10 000 NFT, ok? Ça c'est max. Voilà, donc notre projet est mint. Nous on arrive à accéder au mint, donc on est content. Donc là ce qui se passe en général, les mints en fait, dans les 30-40 premières minutes, déjà ils mettent du temps à arriver sur des wallets, ça dépend en fait en fonction du trafic sur Ethereum, bah les tokens, les NFT n'arrivent pas sur les wallets, donc en fait tout le monde ne reçoit pas ces tokens en même temps. Ce qui fait qu'en fait sur la plateforme il y a des ventes qui s'effectuent, mais le supply n'est pas complètement créé. Donc tu peux, en fait, les gens commencent à vendre, mais il y a beaucoup plus d'acheteurs qui ont loupé le mint que de vendeurs. Parce qu'en fait, les vendeurs, ils n'ont pas les gens qui veulent flip le projet, qui veulent revendre instantanément après le mint, ils n'ont pas encore reçu leur token pour la plupart, et donc il y a peu d'offres. Donc le prix est directement assez haut à la sortie, s'il y a beaucoup de hype sur le projet. D'accord? Donc ça, par exemple, on va dire c'est prix de mint. Prix de mint. Ok? Ça, c'est le prix de mint. C'est ici. Voilà. Donc le prix start, ça dépend, hein, plusieurs multiplicateurs ou genre 20 ou 30% au-dessus du prix, ça dépend. On va dire qu'il start ici. Là ensuite, au bout de genre, je dirais, allez, au bout de 1 heure, tout le monde, en fait, mais ça dépend, hein, ça c'est encore, ça dépend, mais en général, 1 heure, tout le monde, tout le monde a reçu ses tokens, ok? Au bout d'1 heure, tout le monde a reçu ses tokens. Donc le prix, en fait, il fait comme ça. On va plus faire comme ça. Il pique au moment où tout le monde a reçu ses tokens, il pique. Et là, il va commencer à descendre. Parce qu'en fait, les gens commencent à
l'offre les flips, les gens qui flippent qui flippent le NFT qui revendent vite, ils vont commencer à revendre direct parce qu'ils vont faire en moins d'une heure, ils font genre de 30 à 30% à 300% de gains. Donc du coup, ils vont commencer à vendre direct et ils s'en foutent du projet. Donc ils vont commencer à vendre direct. Donc le prix monte parce que là avant, il n'y a pas beaucoup de gens il y a pas beaucoup de flippers qui ont reçu leur truc et tous les gens qui ont loupé le mint, ils market buy comme des oufs parce que parce qu'ils ils ont loupé. Donc là ça monte. Après le supply commence à drop un petit peu parce que justement il y a eu ce, les flippers qui excitent, mais le prix va en général rester plus haut que le mint. En général, le prix redescend rarement en dessous du mint, ou alors il redescend très rapidement en dessous du mint. C'est très rare. Parce qu'en fait, les gens, sinon, même les gens qui ont minté et qui croient au projet, ils vont en plus rebuy les tokens. Donc là, ça fait un gros support tout le temps. Et si le projet est très hype, en général, ça va s'arrêter bien avant le prix du mint. On va floor bien avant, genre souvent à 30, 40. Et pour les projets hype, on va même faire double 100% au-dessus du prix du mint. Et là, en fait, les flippers vont commencer à avoir exit les 4 premières heures. Donc là c'est 4 heures, 4 heures après le mint. Et là, en fait, les prix vont commencer à remonter. Parce que les flippers, ils auront panic sell. Il y aura plein qui vont panic sell leur NFT. Parce qu'ils voient le prix descendre. Donc, en fait, les flippers, ils prennent leur thune. Les gens qui paniquent, qui sont au début des NFT, parce que là, il y a tellement de nouveaux que les gens connaissent pas, etc. Donc, ils vont panic sell. Etc. Là, ça a remonté parce que tous les panic sellers et les flippers ont exit. Et ensuite, le prix va remonter. Et en fonction de la hype, le prix va remonter bien au-dessus du premier pic. Et là, on va retomber. Et en fait, tous les gens qui ont buy ici pour scalper, ils vont resell un petit peu. Et en fait, on voit un peu les mêmes patterns que lorsqu'il y a des listings lors de nouveaux tokens sur les exchanges. C'est au début, méga pump. Ça dump, on cherche un floor. On fait un double bottom sur le listing. Et après, ça repump. On repump. Là, on revient. Et là, on cherche un floor. Et après, du coup, on va repartir à la baisse. Mais moins rapide que celle-là. Ça va plus, pardon. Je vais juste CTRL Z. Shit. Ça va plus faire très linéaire, comme ça. Jusqu'à ce qu'en fait, il y ait des grosses annonces sur le projet et que le projet reparte. D'accord. Et ça, c'est temps indéfini. Mais en gros, ici, ça, c'est un bon spot de rebuy. Ici, là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a plein de bugs dans les métadatas. Donc là, ça s'appelle les métadatas. Donc c'est tout ce qu'il y a... tout ce qu'il y a dans le plus du NFT, c'est-à-dire que les traits, les attributs, par exemple pour les Mibits, ça va être la couleur de cheveux, le t-shirt, etc. Donc ça, c'est dans la metadata du token. Et en fait, cette metadata, elle met du temps à s'actualiser sur OpenSea. Ce qui fait que, en gros, il y a plein de gens, ils veulent juste vendre leur token au prix du floor, juste parce qu'ils font 30-40% de bénéfices en une heure. Et en fait, des fois, ils vendent des trucs super rares. Il y a des mecs, ils vendent des trucs super rares. Genre, il y a des trucs, ils vendent genre 0,15 Ethereum au prix du floor. Je l'ai vu sur eHaven Computer. C'est une collection il y avait énormément de hype. eHaven Computer. En gros, le mec, il a revendu genre 0,1 son truc parce qu'il l'a revendu au prix du floor. Et en fait, vu que la metadata avait pas chargé, il savait pas ce qu'il avait. Et en fait, il avait un truc ultra rare qui a été revendu 28 ETH, genre littéralement à ce spot ici. Voilà, donc le mec il a bien les boules. Et donc en fait, le fait qu'il n'y ait pas la metadata et que ça bug après le listing, et en fait ça fait que les gens ils vendent en plus de flop le projet, ils vendent et puis ils panic sell et puis souvent ils panic sell n'importe quoi. Donc toi si tu tryhard un petit peu et que tu regardes tout ce qui sort, et tu peux y aller. Et en fait les mecs, des fois même il y a la metadata enfin même souvent elle est déjà chargée, mais les mecs ils prennent pas le temps de regarder le prix du vrai item etc. et ils vendent comme des oufs. Voilà, donc ça c'est un peu le prix des NFT en général. Je vais vous montrer maintenant, je vais vous montrer en pratique comment vendre des flores, comment identifier le prix d'un NFT, ok? Alors, je vais juste répondre au truc. Alors, un play to earn, il y a un sous-chan dans le serve très actif en plus. Ouais, il y a le Plant versus Undead qui est sur le Discord où les gens sont très actifs. Je sais pas encore trop look. Early, les NFT peuvent être très abordables financièrement. Oui, c'était early. Les prix de mint, par exemple, si on regarde les Bored Ape Yacht Club, qui est genre le deuxième flagship qui est en train d'exploser. Là, il y a une vente à Christie's dans 3 jours de Bored Ape Yacht Club. Ça, c'était minté, il me semble, pour je sais plus.
je sais plus quel était le prix de mine, je sais plus exactement, mais c'est genre dans les 200 $, etc. Et maintenant, le moins cher vaut genre 41,5 ETH. Et les plus chers highest last sale se vendent à des prix mais complètement insane. Tu vois, celui-là il était vendu 400 ETH, 200 ETH, 150. Mais d'ailleurs, il y a des celles qui ont été vendues beaucoup plus, mais c'est bizarre, mais bref. Bref, voilà. Donc, ça, par exemple, c'était des trucs ultra pas chers à mint. Enfin, ultra pas chers, non, c'était assez cher à mint. Après, il y a des mints moins chers. Les CryptoPunks, par exemple, ont été donnés, c'était des airdrops. Donc, les CryptoPunks, c'était des airdrops à la base, maintenant qu'ils valent des millions. Ça, c'était airdroppé. Il y a plein de mints qui coûtent pas cher, mais en général, il faut s'attendre à du 0,06 ETH par mint mini ou du genre 0,012 entre 0,012 et 0,07 ETH par mint pour la majorité des projets. Ensuite, il y a des mints qui sont sur Sol, qui sont moins chers. Mais ça, je pourrais pas je ferai une autre, ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo sur comment on fait pour trade des NFT sur Solana ou sur Tezos, truc comme ça. Et là, ça c'est pas mal parce qu'en fait, ces plateformes elles ont zéro fees. Donc, comparé à Ethereum, bah t'as zéro fees. Après, le truc, c'est que c'est des plateformes qui sont un peu centralisées. Donc, c'est moins stylé. Mais voilà. Donc, attendez, je réponds juste aux questions. Pour le blanchiment d'argent, c'est top les NFT. Oui, c'est clair, mais je vous en parlerai pas maintenant. On en fera un topic si vous voulez, ça vous intéresse. J'ai plein de petites idées. Euh, J'arrive. La boule sur un subjectif. Ouais, hein. J'ai un NFT Curve Evo Lama et un NFT Decrypt.co. Pour le moment, je peux affirmer que ça n'a pas vraiment de valeur et ça me sert à rien. Ouais, bah tu m'étonnes. Mais bon, peut-être un jour. Après, comment tu tiens des news, des drops? Bah, en fait, je suis des mecs assez calés sur Twitter qui balancent des trucs assez rapidement quand il y a des mints. Ils m'ont fait gagner pas mal de thunes sur pas mal de mints. Et sinon, il y a un tool qui s'appelle nonsense.ai, mais c'est un tool qui coûte 1000 balles par mois, donc c'est un peu chiant. Mais vous avez 7 jours de démo pour 9 dollars, et en gros, vous pouvez littéralement voir en fait tout ce que font les gros wallets, tout ce que mint les gros wallets, etc. à la seconde près. Donc vous pouvez voir genre directement des drops qui sont hypés ou pas juste avec ça, donc c'est un tool insane. Je l'ai pas buy parce qu'en fait, juste de follow les mecs sur Twitter en général suffit parce que souvent ils postent des screens et tout justement de ça. Donc c'est bénef. Mais voilà. Mais je vous fais une liste sur Twitter, je vais vous mettre dans la catégorie NFT. Les FIO marchent bien, bah je sais pas, j'ai pas fait d'analyse purement technique dessus, mais en gros c'est mes retours. Voilà. Ensuite, alors donc là on a vu OpenSea. Après il y a des marketplaces qui sont plus select. Donc par exemple Foundation, c'est une marketplace qui est plus select. En gros, pour pouvoir mettre tes œuvres dessus, tu vas devoir avoir déjà des œuvres au préalable. Est-ce que c'est là? Tu vas devoir avoir des œuvres au préalable. Tu dois devoir déjà être un peu instauré comme artiste. Tu dois être invité par un artiste de la plateforme aussi. Donc c'est plus select. Les œuvres en général valent plus cher sur Foundation. Mais les œuvres sont plus quali que sur OpenSea. Sur OpenSea, genre moi, si je veux, je peux créer un token et le mettre. Alors que sur Foundation, vous pouvez pas. Pour vendre sur Foundation, il faut avoir un peu plus de charisme entre guillemets, avoir des trucs un peu plus sérieux. Voilà. Donc pour les drops, vraiment, il faut que ce soit des collections où en gros le nombre d'abonnés sur Twitter soit bien supérieur au nombre, enfin bien supérieur ou supérieur au nombre de mints possibles, parce que des gens vont minter 50 voire 100 items d'une même collection. Donc ça c'est important pour la hype. Si le projet met du temps à minter, c'est pas du tout bon signe. Ça veut dire qu'il y a peu de hype et ça va pas bien se revendre directement, ou alors ça va peut-être être découvert bien plus tard, mais c'est pas opti pour garder votre valeur et être sûr d'avoir un investissement fiable dès le court terme. Vous pouvez faire de l'achat-revente comme je vous l'ai dit. Si vous loupez le mint, attendez que ça pump. Au début, ça va bien pump et après, ça va drop. Et achetez au moment où ça drop, au niveau du floor price ou un peu au-dessus. Voilà, donc ne surtout pas FOMO au début comme des oufs. Ultra important. Quoi d'autre? Voilà, et puis après, bah, pour complémenter la hype des NFT, il y a plein d'artistes comme Steve Aoki, Paris Hilton, MDR. Il y a, comment il s'appelle? Stéphane Curie, un truc comme ça.
Ouais, je crois que Steve Curry, Stephen Curry, je sais plus le handballeur ultra connu. Pas le handballeur, le basketballeur. Euh, voilà, lui là, Stephen Curry, donc un des plus gros joueurs de NBA, s'est mis au NFT. Il y en a plein, plein, plein de joueurs professionnels qui se mettent au NFT, qui ont des dizaines de millions de followers sur la plateforme, qui achètent bah, là des Bored Ape Yacht Club. Et en fait, en gros, parce que bah, la personnalité digitale bah, elle est en train de se faire et les NFT gagnent énormément en traction. Et voilà, donc il y a plein plein d'artistes qui s'y intéressent. On pourrait créer des NFT par exemple pour votre DJ favori, il pourrait créer des NFT qui vous donnent un droit par exemple d'entrée en tant que VIP dans tous ses concerts par exemple. Et que vous pourrez revendre quand vous en avez marre, etc. Et lui toucherait une royalty sur la revente, etc. Peut-être Léo Messi aussi, je sais pas, mais en gros, il y en a plein, plein, plein qui se mettent dans les NFT. Les NFT, ça va rester parce que, comme je vous l'ai dit, pour plein de raisons comme Fortnite, c'est juste ancré dans les hommes en fait. C'est comme ça, si on a envie de flex, c'est comme ça. Et puis, vu qu'on va flexer de manière virtuelle, bah, pour flexer de manière virtuelle, il faut des objets virtuels et c'est possible grâce aux NFT. Et voilà, et c'est comme quand tu vas en boîte de nuit, qu'il y a des gens qui claquent 2000 balles, 3000 balles de bouteilles dans la soirée. Et bah c'est bien parce que ils veulent flex devant les autres pour montrer qu'ils sont capables de lâcher 2000 balles en une soirée juste pour boire un coup en fait. Et ça c'est du flex aussi. Et en fait bah voilà, et les métavers ça va être du flex, tout va être du flex. Et ce sera enfin tout ne sera pas du flex, mais l'apparence etc. Tu te la construiras à travers des NFT. Et voilà, à travers des choses que tu as à toi et qui ont une certaine valeur. Et c'est pour ça que les NFT continueront, sans parler de l'art. Donc ça, je parle vraiment de l'aspect profit pictures, des items en jeu, de l'immobilier en jeu dans les métaverses. Mais ensuite, je parle également donc de l'art qui, lui, justement, votre art. Là, mes NFT, je vais les display dans mes galeries virtuelles et je les displayerai dans mes jeux virtuels. Comme objet de flex ou comme truc que j'aime bien voir, tout simplement. Je pense qu'on a un peu tout dit sur l'aspect des NFT, etc. Les petits trucs et astuces. Qu'est-ce que je peux penser d'autre? Faites attention, oui, les NFT c'est sûrement une bulle, mais overall ça va bien 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 monter. Euh, voilà. Ensuite, les NFT, il y a des interactions qui sont extrêmement intéressantes. Il y a des NFT de jeux comme Axie Infinity. Il y a là actuellement aujourd'hui, il y a eu un airdrop pour tous les détenteurs. En fait, tous les gens qui avaient des Bored Ape, donc des singes comme ça, des Bored Ape Yacht Club. Tu pouvais, en fait, ils ont été airdrop des mutants sérum qui transformaient ton ape en mutant. Voilà, et en gros, voilà. Et là, en fait, ton ape, ton singe, quoi, tu pouvais le combiner avec le sérum que tu avais eu, qui était un NFT aussi, et créer des nouveaux singes, en fait, qui sont comme le tien, mais en mutant. Et après, il y avait des méga mutants, des trucs super rares, et en gros, qui étaient drop de manière super rare, voilà. Regardez celui-là, et ça, c'est des méga mutants, ceux-là. Celui-là, il vient d'être vendu il y a quelques heures, 3 heures, pour, pour 350 Ethereum. Là, il est prix de vente 5 millions de dollars. Mais en gros, là, il était vendu il y a 3 heures pour 1 million de dollars, quoi. Et ça, littéralement, il y a un mec qui a été airdrop 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'on lui a donné 1 million de dollars. Vous imaginez, il n'y a que en crypto que ça arrive, ça. Voilà, c'est qu'en fait, oui, c'est le même principe que les cartes Pokémon, mais c'est digitalisé, c'est pareil. Sauf que les cartes Pokémon, t'as pas. Enfin, si, du coup, tu sais qu'elles sont plus produites. Donc, tu sais que les Dracofeu X, etc., sont ultra rares parce que bah, tu sais qu'elles sont plus produites, donc le nombre est limité. Mais voilà, et en gros, et en fait, tu peux faire des dingueries comme ça, tu peux faire des combinaisons, tu peux les faire. Enfin, en fait, il y a un truc. Alors, il y a un autre truc qui a été fait qui est ouf. C'est avec les autoglyphes. Vous voyez les autoglyphes là, je vais vous montrer. Donc ça, les autoglyphes qu'on a déjà vu, ok. Octoglyph, combination. En gros, alors je sais plus exactement quel projet, je peux pas retrouver tout de suite. Mais en gros, voilà. Quand vous étiez propriétaire d'autoglyphes, vous pouviez mettre votre autoglyphe dans un smart contract, le prêter en fait à un autre smart contract. Donc vous prêtiez votre œuvre à un contrat intelligent. Ce contrat intelligent allait
générer une nouvelle œuvre à partir de votre autoglyphe. Et en fait, vous alliez toucher une partie du prix que la personne a payé pour minter cette œuvre. Donc en fait, par exemple, moi, je suis propriétaire d'une autoglyphe. Je la mets dans le smart contract et je touche 10% de tous les gens qui vont interagir avec mon autoglyphe. Donc ensuite, il y avait genre 1000 d'une autre collection qui a été mintée sur autoglyphe. Moi, je pouvais choisir, donc moi en tant que minter, j'allais sur le smart contract, je choisissais la glyphe qui me plaisait le plus visuellement, qui était disponible, et en fait, je payais le prix du mint pour créer ma nouvelle œuvre à partir de l'autoglyphe qui était déjà existant. Et le propriétaire de l'autoglyphe touchait 10% que j'envoyais dans le smart contract. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux faire littéralement travailler tes œuvres comme passive income. C'est-à-dire que ton œuvre d'art te rapporte de l'argent. Et ça, c'est un concept qui est fou aussi. Et c'est possible grâce au NFT. Voilà. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. En plus, ça dure 1 heure. Oh, bah, je veux dire 1 heure et demie, 2 heures. Bah, parfait. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais faire beaucoup d'NFT dans les prochains temps sur le Discord parce que c'est un truc vraiment que je vais tryhard. Parce qu'il y a vraiment trop de thunes à se faire dans les prochaines années là-dedans. Même court terme. Donc voilà, c'est un projet de tryhard. Et puis j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte des NFT un peu plus en profondeur. Et puis je ferai peut-être des tutos sur YouTube, peut-être en anglais, en français ou les deux. Après, faut que je me déterre parce que les vidéos ça me casse un peu les pieds, je peux pas vous mentir. Ouais, je vais voir, peut-être faire des petites VOD sur YouTube pour expliquer comment acheter des NFT de manière simple, comment vendre des NFT, comment minter son NFT. On pourra minter un NFT Black Flamingo ensemble. Et ce qui serait drôle, j'y ai pensé, minter des NFT Black Flamingo. Et en fait, ces NFT, si vous l'avez dans votre wallet, et ça c'est largement faisable, hein, easy, vous pouvez, genre, ça détermine votre rang. Genre, votre NFT détermine votre rang. Mais après, je ferai un truc ultra pas cher, hein, c'est genre pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour rigoler, pour se dire que ton rang Discord, tu l'as en NFT. Et ça, c'est giga faisable. Du coup, genre, on préfère, genre, ceux qui ont ceux qui ont les black flamingo, bah, ils ont le rang le plus opti. Après, tu pourras avoir les yellow flamingo, les pink flamingo, et tout ça, c'est des NFT, et genre, dans votre wallet. Et après, votre wallet, vous l'identifiez avec un bot Discord, qui existe déjà, que je connais. Et ça vous met le rang en fonction de ce que vous avez comme NFT, tout sur le Discord. Et ça pourrait être méga stylé. Non, EOS Flamingo, ça c'est tier rank, ça c'est tout en bas, on le voit même pas. C'est derrière les gens en ligne, on le voit même pas en fait. Mais, euh, mais ouais, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais cut le stream sur ces jolies paroles. Et je vais vous souhaiter une bonne nuit et une bonne soirée. Et puis on se voit sur le Discord tranquille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tranquille quoi. Et oui, d'ailleurs, je vais m'occuper des pulls soon. Voilà. Allez, bisous les gars. Ciao, ciao.